Chers amis, chers spectateurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse 2015. Alors, bienvenue à tous les ophtalmos, à tous les opticiens, vous voyez, et tous ceux qui veulent voir clair et loin dans l'économie. Et aujourd'hui, nous aurons une première partie de cette revue de presse très particulière, puisque nous allons aborder avec Alexandre Cagé ici la totalité de ce que nous voyons en ce moment dans le monde de l'assurance. Alors, écoutez bien, ouvrez bien vos grandes oreilles, prenez des notes, parce que là, vous allez vraiment, d'abord, vous en aurez forcément besoin, et cela va vraiment vous aider. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement compétent, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute Merci façon, Pierre. vous avez, lorsque vous êtes passé à la radio ici maintenant, à la revue de presse, il y a grosso modo 1 an et demi, j'ai reçu un nombre incalculable de mails pour demander vos coordonnées, etc. Juste pour rappeler à tout le monde, est-ce qu'il y a un annuaire ou un web quelconque où vous avez tous les experts du côté assuré, où ils peuvent trouver dans leur région, etc. Parce que je sens que je vais avoir un déluge de mails également, à nouveau. Vous tapez expert d'assuré sur Google, généralement c'est bien régionalisé, donc vous trouvez. Et sinon, vous allez sur mon site www.contre-expert.com. D'accord. Pour préciser, la raison pour laquelle je vous ai invité à nouveau, d'une part parce qu'on voit bien qu'avec cette crise, les assureurs sont dans une situation absolument épouvantable, et on va le voir tout de suite d'ailleurs avec une première information qui est capitale. Ça concerne justement un très gros assureur belge, Ethias, et donc j'avais titré l'assureur Ethias encore au bord du gouffre. Alors, attendez, c'est pas rien. Il y a 1800 salariés chez Ethias, hein, et dans ses écuries. Bah, elle est dans une très très mauvaise situation, ce qui en réalité ne devrait pas vous surprendre. L'agence Belga a titré l'assureur Ethias est en danger. On n'y croit pas, hein. C'est vraiment. En cas de choc majeur, le groupe ne disposerait pas assez de fonds propres. Ça veut dire qu'en fait, techniquement, ils sont en faillite, hein, voilà. Vous voyez, ça, c'est le discours politiquement correct, hein, pour ne pas dire que c'est extrêmement dangereux d'y être. Un déficit de 800 millions d'euros est évoqué, mais il n'est que évoqué, hein. Pour l'instant, C'est pas 8 euros, hein, 800 on millions. parle on parle vraiment doucement, gentiment, de 800 millions, de une paille. C'est presque 1 milliard quand même, hein. Bon, voilà. Ethias avait dû faire face l'an passé à une amende fiscale inattendue de 360 millions d'euros. Dans le même temps, l'assureur a dû augmenter ses provisions, blabla, pour tenir ses engagements futurs, hein. Donc c'était sur DHNet et sur 7 sur 7. Alors, je dirais, ne soyez pas étonnés non plus que les assureurs mettent autant de temps pour vous rembourser. Ils ont été ruinés le 29 septembre 2008 et depuis, ils font feu de tout bois et rasent les assurés du mieux qu'ils peuvent pour rembourser le moins possible. Démonstration avec Ethias qui a été ruiné le 29 septembre 2008. Qu'a fait le gouvernement belge à l'époque? Il avait déjà pris l'argent des Belges. Écoutez bien, 1 milliard d'euros déjà à l'époque, hein, rien que ça, pour le renflouer. Alors là, je vous donne un article de 7 sur 7 belge, hein, qui date du 20 octobre 2008. Écoutez bien. Le gouvernement fédéral, la région wallonne et région flamande recapitaliseront Ethias à concurrence de 500 millions d'euros chacun, ont décidé lundi les trois exécutifs à l'issue d'une réunion commune. Les trois entités détiendront chacune 25% en plus, plus une action d'Ethias et disposeront de ce fait une minorité de blocage. L'assureur Ethias est-il dans une situation financière périlleuse? Une chose est sûre, il a passé les stress tests européens l'année dernière et les a ratés. Un dixième des assureurs européens n'a pas pu absorber ces chocs. Ils ne disposeraient pas d'assez de fonds propres pour rembourser leurs assurés qui ont contracté par exemple une assurance vie, avec un taux d'intérêt garanti assez élevé, alors qu'aujourd'hui tous les taux d'intérêt sont très bas. Aujourd'hui, certains évoquent dans le cas d'Ethias un déficit de 800 millions d'euros, à quoi il faudrait ajouter une amende fiscale de 360 millions d'euros écopée l'année dernière. Pas de panique pour l'instant, la direction d'Ethias sait qu'elle doit étoffer son coussin financier, mais elle n'a pas voulu répondre pour l'instant à nos questions. C'est quand même incroyable. Déjà, ils ont été sauvés le 20 octobre 2008. Donc 500 millions chaque, ça fait 1 milliard. Là, ils ont besoin de nouveau 1 milliard. Alors, Alexandre, Cagé, vous qui êtes dans le milieu des assurances, vous qui passez vos journées dans des expertises judiciaires à ne plus savoir quoi en faire, expliquez-nous ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver au bout du bout. Les assureurs en 2008, ils ont subi de plein fouet sur le réserve technique, d'abord le choc boursier, puis le choc immobilier. La bourse étant remontée, ils ont réussi à se refaire. Les plus fragiles actuellement sont en train de montrer au mieux des signes de faiblesse, au pire beaucoup plus pour Ethias que des signes de faiblesse.
Bon, l'année 2015 va être, au niveau de leurs réserves techniques et puis de la réalité de leur comptabilité, déterminante. D'autant plus que la comptabilité assurantielle a ceci de spécifique qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec la comptabilité normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont Ça veut encore dire plus que- en faillite que les banques ou Ça veut dire que bon, la comptabilité... c'est pas la même faute- comptabilité pour les assureurs que pour les Non, banquiers? c'est une comptabilité un petit peu plus technique et je dirais que la comptabilité assurantielle est à la comptabilité, ce que la musique militaire est à la musique. Qui est C'est-à-dire le qu'on en- militaire là? C'est l'assureur? C'est plutôt les assureurs, D'accord. ouais, tout à fait. Donc, ouais, on va voir effectivement quel est l'état de leur provision, quel est l'état de, tout simplement de leur contrepartie aussi, hein. Alors sur le terrain, ça se passe comment? Sur Est-ce le- que en France, hein, parce que vous travaillez en France, est-ce que les assureurs remboursent ou alors est-ce qu'elles traînent des pieds de plus en plus? elle traîne de plus en plus des pieds. Mal garanti ou assuré 2 fois, des pièges comme cela, j'en ai découvert d'autres lors de mon enquête. Des délais d'attente interminables, des résiliations brutales, des experts pas vraiment indépendants, des démarchages douteux et le plus courant, des clauses très restrictives. Il y a des gens qui font traîner exprès. Il y a des assureurs qui savent très bien qu'ils devront payer, mais bon, tant que ça dure, ça dure. Avec l'argent, ils font des produits financiers sur le marché monétaire. Si par exemple un sinistre comme celui-là doit coûter 30 000 €, les 30 000 €, ils vont les mettre en réserve, dans des réserves légales de la comptabilité des sociétés d'assurance. Et tant que le sinistre ne sera pas réglé, ils mettront de côté. Tout au long de l'année 2014, on a vu une augmentation déjà des délais de règlement. De combien de temps par exemple? On est passé d'1 ou 2 mois, ce qui était des délais relativement normaux à partir du moment où l'assuré acceptait l'indemnité qui lui était proposée et qui avait été négociée contradictoirement. Oui. On est passé de 1 ou 2 mois à 4, voire 5, 6, bientôt 7 mois. 7 Donc, mois. Ouais, non, c'est... Donc ils ont un problème de trésorerie là, puisqu'ils gagnent du temps. Pour l'instant, ils gagnent du temps. Quant à savoir si c'est un problème de trésorerie ou si c'est l'anticipation du problème de trésorerie, c'est assez compliqué de le dire. Après, si vous voulez, vous avez des assureurs, vous avez des mutuelles. On sent très bien actuellement que pour les mutuelles, ça va vraiment de moins en moins bien. Je pense à la MAF Oui. en particulier. Je pense à la Massif, qui deviennent tous les deux extrêmement pénibles. Je crois quand j'étais passé... C'est-à-dire quoi? Ils ne payent pas? C'est quoi Il y a il y a une recherche de délai à minima et il y a surtout une recherche de non-garantie, ne pas payer. D'accord. Vraiment. Alors que la MAF, il y a encore 3-4 ans, ça se passait excessivement bien. Ça se passe de plus en plus mal. On ne peut pas, en dépit des difficultés d'analyse de leur comptabilité, penser qu'il n'y aurait pas de problème de trésorerie. Ce n'est pas possible de ne pas faire ce type d'hypothèse. On va le savoir, je pense, relativement rapidement. Ce dont on est sûr, c'est ce Ouais. qu'on a vu déjà en 2008, c'est-à-dire que la moitié des capitaux que tous les assureurs mondiaux, pas spécifiquement français, suisses, etc., ils avaient tout investi principalement à Wall Street et donc ils ont été nettoyés, ils sont ressortis en slip. Donc, Sachant qu'en fait, la bourse a bien monté, mais je pense qu'en fait, là, on est sur une anticipation d'un choc boursier aussi. Puisqu'en fait, la bourse a quand même bien remonté, il faut le dire, depuis 2008. La question- artificiellement, rappelons-le. Ouais, tout à fait. Rappelons-le. Rappelons-le, pour l'instant, on est en lévitation. Voilà. Mais il n'y a pas de raison actuellement, compte tenu de la hauteur du marché boursier, de penser qu'il n'est pas cet argent, sauf à ce qu'on ait des gros problèmes comptables ou à ce qu'ils anticipent quelque chose. D'accord. Vous nous disiez justement il y a quelques jours que, par exemple, pour joindre un courtier qui s'appelle Gras Savoie, que c'était absolument impossible aujourd'hui. C'était un assureur, c'était le GAN. Ou le GAN, pardon. Ouais, c'était le... Mais moi j'ai eu des lecteurs qui me disaient que c'était impossible, il était strictement impossible de joindre également Gras Savoie. Je précise donc, c'est important, que vous, quand vous appelez en tant qu'expert judiciaire, enfin expert expert d'assuré, ils sont censés vous répondre. Vous avez un standard différent ou Non, absolument des services pas. différents, non? On appelle sous la référence police et sinistre de l'assuré et on va poser des questions techniques précises pour savoir ce qui peut justifier la latence ou le délai au règlement. Et Et c'est quoi la latence en ce moment? la latence, il n'y a pas de justification au GAN puisqu'en fait on ne répond plus. Donc moi j'ai une très belle vidéo que je mettrai ou pas en ligne. C'est le GAN, en fait ça dure 15 minutes. GAN avec vous. Bon. C'est un petit peu lassant, mais moi j'ai beaucoup ri en la faisant, quoi, parce que c'est ma vie. Quand vous cherchez à joindre le GAN, bon, c'est vrai que le GAN a été partiellement racheté après les difficultés de Groupama par Alliance. Dans les faits, on a une politique de gestion qui s'apparente à ce qu'on appelle le run-off. C'est-à-dire qu'on va dire que ce portefeuille est mort et qu'on va laisser les sinistres pourrir, se prescrire,
pour ne pas les payer. C'est l'analyse que j'en fais, c'est peut-être pas ça. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il n'y a personne qui répond au bout du fil. D'accord. Quels sont justement vos conseils pour les spectateurs qui sont assurés au GAN? Parce que ça, c'est très très important. En matière d'incendie, vous avez un certain nombre d'articles qui vous permettent de faire courir les intérêts à partir du moment où vous avez soumis votre réclamation. Il ne faut pas hésiter à faire courir les intérêts, d'autant plus qu'on pourra avoir une hausse des taux obligataires au cours de cette année. Donc les intérêts légaux sont pour l'instant relativement faibles, ils pourraient monter, et c'est quelque chose qui fait bien réagir les assureurs. Notamment par exemple un assureur qui, en matière d'incendie, se comporte moyennement en ce moment, c'est Assurance Banque Populaire, la filiale assurance des banques populaires. Dès qu'on leur dit je vais faire courir les intérêts, hop, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les intérêts, mais tout de suite vous avez une proposition de règlement, un chèque dans les 15 jours. D'accord. Donc ne pas hésiter en matière d'incendie à faire courir les intérêts, ne pas hésiter aussi à utiliser malheureusement l'avocat. Parce qu'il y a un moment, en fait, il y a des limites au dialogue de bonne foi et au contradictoire. Oui, parce que moi j'ai des lecteurs qui ont même envoyé des huissiers en demande de règlement. On va aborder d'autres points d'assurance parce que c'est très important. Tous les Français sont assurés, tout le monde on est tous obligés, c'est comme la banque. À la limite, pour une assurance, on comprend mieux, c'est normal, c'est le risque partagé. Alors, justement, je voudrais aborder avec vous un autre article. Là, c'est les assureurs retraite dans le rouge. Arco et Agric en faillite. Donc c'est après la Corem qui a décidé d'abaisser ses mensualités. Le courrier Picard nous apprend que la situation des retraités s'aggrave de jour en jour car le CARSAT Nord-Picardie n'a toujours pas traité les milliers de dossiers de retraite en retard, alors qu'elle avait promis de tout finir pour le 9 décembre. C'est incroyable. Raison pour laquelle donc elle avait fermé ses agences. Alors c'est quand même, là aussi les lecteurs m'ont averti en disant que là le CARSAT déconnait, mais vraiment d'une façon absolument totale. Et on a vu avec un autre article, et ça je voudrais que vous commentiez les deux, l'assureur Allianz condamné pour avoir gardé les centaines de millions d'assurance vie. Nous allons parler maintenant de cette amende record de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est ce que le groupe d'assurance Allianz va devoir payer pour ne pas avoir recherché les bénéficiaires d'assurance vie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2007, les assurances ont l'obligation, quand quelqu'un décède, de rechercher celui à qui l'argent doit revenir. L'enjeu est de taille, vous êtes plus de 14 millions à avoir souscrit une assurance vie, avec bien sûr la volonté que cet argent revienne à vos proches après le décès, sûrement pas pour que votre assureur le fasse fructifier pour son propre compte. Eh bien sachez qu'il y a au moins 2 milliards qui ne sont pas distribués ainsi chaque année. Il y a 2,7 milliards qui ne seraient pas redonnés, mais il ne faut pas mettre tous les griefs sur les compagnies d'assurance. Parce que globalement, ce n'est pas forcément simple de savoir, premièrement, si les personnes sont décédées ou pas. Maintenant, elles ont obligation de le rechercher annuellement, depuis une loi donc, de 2007, qui a été renforcée par une nouvelle loi de juin 2014. Alors, entre la mauvaise foi d'un côté, les difficultés de l'autre, on peut arriver à des situations un peu compliquées. Et là, la CP a tapé sur la table par 3 fois. La CP, on traduit... Pardon, l'autorité de contrôle prudentiel, c'est ce qui contrôle les compagnies d'assurance. 3 sociétés se sont fait donc prendre la main dans le sac en disant qu'elles n'avaient pas suffisamment agi pour retrouver les bénéficiaires. Il a été condamné par la CPR, c'est un organisme de sanctions, commission des sanctions de l'ACPR, organisme indépendant adossé à la Banque de France, qui dit ces sanctions répriment essentiellement le fait que jusqu'à une date récente, Allianz Vie n'avait pas adapté son organisation et ses moyens aux nouvelles exigences d'identification des assurés sur la vie des décédés de recherche. J'ai eu l'occasion de l'aborder il n'y a pas très longtemps à la radio, mais vous, en tant que spécialiste, quelle est votre opinion là-dessus maintenant? C'est-à-dire d'une part la retraite et ensuite la mort. Donc, Ouais. On va le faire chronologiquement, tout Voilà. à fait, en restant positif. Ouais, sur la retraite, de toute façon, on est une population qui vieillit. Bon, faut quand même le dire. Aux dernières élections, en fait, la moyenne d'âge du corps électoral, c'était 50 ans et plus. On est maintenant un pays vieux. Vous avez la moitié du corps électoral qui a voté Hollande, parce que c'est des gens qui sont pas très riches, salariés, et qui ont voté Hollande, en fait, pour toucher leur retraite en euros non dévalués, leur retraite de salariés. Et puis, vous avez l'autre moitié qui a voté pour Sarkozy, parce qu'ils sont un petit peu plus friqués, ils ont des placements, ils ont de l'immobilier, et ils veulent aussi, autant que ça durera, toucher leur retraite en euros non dévalués. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que dans le cadre du système par répartition, c'est pas possible. Et là, c'est un peu effectivement la faillite des baby-boomers, puisque si vous avez, dans le cas d'un système de retraite par répartition, de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de bénéficiaires, on se heurte à un problème technique. Alors ce problème technique, pour l'instant, on va le traiter, je dirais, par une latence au remboursement.
comme nos assureurs dommages, Oui. tout simplement. Donc un petit peu de temps pour commencer à toucher sa retraite. Ouais, sauf que maintenant, on arrive vraiment sur des problèmes de fond, sur des problèmes structurels. Et c'est d'ailleurs là où cette génération, la génération des baby-boomers, est aussi dans une faillite morale, je dirais, vis-à-vis du pays, tout simplement. C'était quand même pas compliqué de faire des projections démographiques pour voir qu'il y aurait de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de bénéficiaires et que dans ces conditions, ils auraient dû cotiser peut-être un petit peu plus. Donc oui, à terme, on va sur une faillite ou une restructuration des régimes retraite à GIRC et ARCO. C'est Alors, évident. pour tous les spectateurs justement qui cotisent aujourd'hui à une assurance vie, quel est votre conseil? Toujours le même d'il y a 1 an et demi ou 2 ans quand... Sur l'assurance vie, Oui. Je dirais qu'il y a 2 ans, c'était courage, fuyez. Maintenant, c'est si vous êtes encore dedans, mais précipitez-vous. Vous ne mettez pas votre argent dans les assurances vie en France parce que c'est une connerie. Voilà. Ouais, parce que les banquiers nous en proposent tout le temps, ça, des assurances vie. Bien sûr, mais il faut quand même savoir que juridiquement, quand vous mettez 100 € dans une assurance vie, vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Vous avez une créance sur l'assureur, mais vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Et juridiquement, ne plus être propriétaire de son argent et avoir une créance, c'est pas du tout la même chose qu'être propriétaire de son argent. Juridiquement, c'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'assureur plante, d'accord, si l'assureur fait faillite, il va payer l'État, il va payer ses salariés, puis s'il reste un peu de sous, il va vous les redonner. Mais votre assurance vie, elle est absolument pas garantie. C'est faux, archi faux. On a sans doute en fait une valorisation de la bourse qui est beaucoup trop élevée actuellement. Si on a un événement de marché au niveau boursier, par exemple du fait de problématiques pétrolières, Oui. au hasard. Ou de la Suisse, au hasard. Ou de la Suisse, au hasard. Donc cet argent, il a vocation à se précipiter en fait sur les obligations. Or, l'essentiel des assurances vie, elles sont placées en obligations. C'est des obligations étatiques pour la plus grande partie, et pour avoir un petit peu de rendement, c'est des obligations corporates, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, ces obligations, elles sont vues comme un endroit où c'est relativement sûr, d'où des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Sauf que quand on va s'apercevoir que les États ne peuvent pas rembourser aussi, on va se dire non, la France, elle a toujours remboursé. Non, la France a déjà fait défaut par le passé, mais elle le fera sans doute. Je pense que on a vu quand même que maintenant l'oblig grec était à 19% la semaine dernière. Oui, enfin, vous avez l'obligation grecque. Ouais, c'est-à-dire que c'était pas leur meilleur exemple en ce moment. Ouais, cet LM prend moins quand même. Donc c'est qu'effectivement, ils ne rembourseront pas. Si vous avez 30 secondes, c'est vraiment le moment de sortir de l'assurance vie. C'est sans doute en 2015 que ça va se jouer à ce niveau-là. Donc si vous avez encore conservé votre assurance vie, mais vraiment, n'y restez pas. Je ne peux pas vous dire mieux. D'accord, donc vous dites à tous les spectateurs, ne conservez pas votre assurance vie. Là, vous êtes très clair là-dessus. Ah, absolument. Attention, parce que quand ils vont dans leur agence bancaire, etc., la première chose que les banquiers essayent de leur refourguer, c'est une assurance vie. J'ai vu, il y a une loi qui est passée au 1er janvier 2015, par exemple pour les auto-entrepreneurs qui, auparavant, pouvaient régler leurs frais professionnels avec leur chéquier perso. Et aujourd'hui, donc, ils sont tous obligés d'avoir un chéquier pour leur micro-entreprise, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai eu plusieurs lecteurs qui m'ont expliqué qu'ils ont essayé d'ouvrir un compte et que des banquiers leur ont fait le chantage. Oui, on vous ouvre un compte, mais à condition que vous preniez tout de suite soit un compte d'épargne, donc obligation d'épargner, donc oui, ils essaient de gratter, ou alors une assurance vie, etc. Là, il y a un vrai problème. C'est le problème plus général du statut des auto-entrepreneurs qui avait été monté. Je dirais que c'était une décision excessivement bonne de Novelli. C'est qu'est-ce qu'on va faire des 500, 600 000 personnes qui n'ont pas forcément, du fait de leur dynamisme, vocation à aller pointer à la NPE. Oui, non, mais on est d'accord. Ouais, c'était surtout pour qu'ils n'apparaissent pas dans le chômage. Pour qu'ils n'apparaissent pas dans le chômage. Mais sauf que la plupart, en fait, se sont débrouillés pour survivre actuellement. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de tenter d'avoir une appréhension de leur bilan comptable excessivement précise au quotidien. On est en train d'essayer de les courser. Oui, surtout de vider leur compte. Alors justement, ça va dans votre sens de ce que vous venez de nous expliquer. Très important, je voudrais revenir sur cette information qui date du 22 décembre. C'est pas par hasard. 22 décembre, il faut passer sous le radar. Vous voyez, on est à 2 jours de Noël, il ne faut pas en parler, et puis bon, les gens sont en vacances. Alors écoutez bien, parce que c'est quand même énorme. Alors, depuis environ 2 mois, vous avez vu que dans la revue de presse, les assureurs ont commencé à vaciller. Certains ne répondent même plus au téléphone et ne daignent bouger que si vous envoyez un huissier au siège. Et encore. Voici un nouveau développement. La faillite d'un assureur sur la vie suisse qui plus est.
Zénith, donc c'est clairement, il est plus au Zénith, si j'ose dire, mais bon. SIS à Lausanne. Si les assureurs suisses commencent à tomber, c'est quand même extrêmement grave. Celle-ci est en procédure de faillite ouverte par la FNIMA, nous apprend donc Romandie, le journal suisse. Le plus effrayant est que Zénith, c'est là où ça devient plus intéressant, écoutez bien, est une filiale commune d'autres assurances, AXA, Generali, La Mobilière, Swiss Life, Zurich. C'est les folies bergères, là. C'est quand même absolument extraordinaire. Et tous ces assureurs n'ont pas daigné lever le petit doigt, ou je veux dire, juste pour le sauver. Et moi, je suis allé sur le site de Zénith Vie, et il y avait marqué « I am sorry ». Vous imaginez tous les gens qui ont cotisé pour cette... Alors là, il y a quand même un sérieux problème en Suisse. On a l'impression que, de ma revue de presse, ce que je vois, entre les banques qui vacillent, entre les assureurs sur la vie qui sont en train de mourir, enfin qui sont morts techniquement, on a l'impression qu'il y a tout un pan de l'industrie financière suisse qui, mine de rien, est en train de s'écrouler. Je voudrais que vous commentiez cette mort soudaine et tout à fait inattendue. Quand même, en plus, comme je le disais, c'est la filiale d'AXA, Generali, La Mobilière, Swiss Life. C'est pas rien. C'est surtout qu'en fait, d'une part, quand on s'effondre, qu'on met la clé sous la porte, on ne vous prévient pas. Donc ça arrivera de manière extrêmement subite. On est censé avoir des fonds de garantie qui sont là pour prévenir la faillite des assureurs. Bon, aujourd'hui, le fonds de garantie des assurances de personnes, par exemple en France, il n'est pas en mesure de faire le poids face à la faillite d'un ou deux assureurs vie. C'est tout. Et là, effectivement, on est dans un système entièrement privé, suisse. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Les actionnaires répondent non, je laisse faire faillite et puis on va laisser tranquillement. On ne les connaît pas. C'est pas moi. Maintenant, c'est plus le contribuable qui va payer, c'est celui qui a déposé son argent. Ça va être encore mieux. Donc, avant, vous avez les actionnaires, les créanciers juniors, seniors. Allez en parler aux Chypriotes, ça les a fait beaucoup marrer. Chypre n'est pas l'Europe encore. Non, Chypre. Non, c'est des sauvages. C'est des sauvages les Chypriotes. Non, on était dans un... C'est pas la France, franchement, c'est des sauvages. Non, on était dans un paradis fiscal. Je vous dire un truc, Olivier, le village de Pouillastruc dans les Pyrénées, je connais bien, c'est pas la France. Voilà. Mais Guillaume, Chypre n'est pas l'Europe. Excusez-moi, mais arrêtez sans arrêt de penser que chez les autres, ça peut se passer et chez nous, ça se passera jamais. Et essayez un tout petit peu de corriger votre tir là-dessus, parce que c'est vraiment pathétique. Je vais travailler. Donc, non, mais enfin, j'ai eu un client qui, il y a quelques temps, m'a dit, quand je lui parlais de l'Argentine, il me disait, ah oui, mais enfin, c'est des sauvages. Oui, c'est vrai, les Argentins, c'est des sauvages. C'est hallucinant. Non, c'est pas comme ça que la question se pose. Il faut quand même se poser la question. Aujourd'hui, on a des banques qui sont des banques à risque. Pourquoi ? Parce qu'il y a du leverage dedans. Et donc, ce jour-là, le jour où elles sauteront, on ira piquer votre pognon dans votre banque. À propos de placement, justement, là aussi, c'est quelque chose qui va vraiment intéresser tous les lecteurs. Et les parents de nos lecteurs et spectateurs, c'est la CNP. Alors, la CNP, c'est la fameuse assurance vie de la Poste. La Poste a toujours souscrit les facteurs à aller chez les Français, etc. Souscrivait une assurance vie. On a vu ça dans les années 2000-2004. Il y a déjà eu des sérieux problèmes. Et là, c'était l'Argus de l'assurance, donc c'est quand même pas rien comme journal, qui avait titré, je m'en souviens, je l'avais mis sur la revue de presse, je ne me souviens plus exactement du titre, mais enfin, grosso modo, CNP était en danger. Sachant qu'en fait, avec Allianz Vie, ce qui était quand même l'objet même de la condamnation, c'était le défaut de recherche des bénéficiaires une fois le souscripteur de l'assurance décédé. Il faut quand même le dire, c'est franchement dégueulasse. Vous avez quelqu'un qui se dit « je souscris une assurance vie pour mes proches » ou pour quelqu'un de moins proche, ça peut être une bonne surprise aussi, donc il sera bénéficiaire à mon décès, sauf que cette personne ne sait pas qu'elle est bénéficiaire de l'assurance vie. On est dans un contrat, et en France, les contrats s'appliquent de bonne foi. C'est fondamental. Bon, là, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout appliqué le contrat de bonne foi. Pour que l'ACPR prenne des sanctions comme elle l'a pris à l'encontre d'Allianz Vie, c'est vraiment qu'on s'est foutu de la gueule du monde. Alors, justement, là, on parle de ça. C'est quand même absolument pas normal. Allianz, c'est quand même le mastodonte allemand. Je veux dire, c'est pas les blaireaux de la CNP. C'est pas la Poste avec tout ce que ça comprend comme imagerie, comme lenteur, comme poussière, etc. Allianz, c'est quand même extrêmement dynamique. On voit des publicités d'Allianz en permanence à la télévision aujourd'hui. Il me semble que c'est Inès de la Fressange d'ailleurs qui fait qui fait la marmotte là qui vend les produits Allianz.
A comme assurance vie. Les amis, il est temps de prévoir les études de nos enfants en souscrivant une assurance vie Allianz. Assurance vie, c'est quoi le rapport avec les études? Tu épargnes dès aujourd'hui pour financer les études de tes enfants demain. Dommage. J'aime bien l'idée d'obliger les jeunes à travailler pour payer leurs études. L'assurance vie d'Allianz pour financer les études, ça a du sens. Grâce à l'assurance vie d'Allianz, épargnez dès aujourd'hui pour que vos enfants réussissent demain. Le régulateur n'hésite pas à parler d'une infraction massive et prolongée à ses obligations. Depuis 2007, en effet, une loi impose aux assureurs de rechercher activement les bénéficiaires des contrats d'assurance vie non réclamés. Et Allianz aurait clairement traîné des pieds. Il y a un problème. Pourquoi Allianz en est arrivé en fait à ne plus payer les assurances vie et à ne pas rechercher les gens, les bénéficiaires? Mais c'est une lutte qu'on a actuellement avec la plupart des assureurs. C'est-à-dire, ça s'appelle se faire pincer ou pas. Là, ils ont été soumis à un contrôle de la CPR. Il a été démontré dans le cadre de ce contrôle qu'ils ne le faisaient pas. Il est tout à fait évident qu'il y a d'autres assureurs vie qui jouent ce petit jeu. Oui, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Hein, c'est pas les seuls. Et c'est un peu comment je dirais-je, le point aveugle de l'assureur vie, c'est le bénéficiaire qui ne sait pas, au moment du décès du souscripteur, qu'il est le bénéficiaire de cette assurance vie. Donc là, on parie sur la bonne foi de l'assureur. Je pense que... il va falloir beaucoup d'autres contrôles pour qu'on puisse parier raisonnablement sur la bonne foi des assurances vie. Ouais. Alors, quel est votre conseil justement aux personnes qui prennent une assurance vie et vis-à-vis Voilà. Bon, bah, au moins c'est clair. C'est clair. Non, mais attendez, il y a quand même beaucoup de parents ou de grands-parents qui veulent prendre une assurance vie pour en faire bénéficier leurs petits-enfants ou leurs enfants. Qui sait à quoi ressemblera votre vie? Vous ferez sûrement des rencontres, puis une belle rencontre. Et même à la retraite, vous aurez toujours besoin d'épargner pour vos projets. Assurance vie, solution pour toute la vie. C'est vendu comme ça. Vous avez vu toutes les publicités dans les journaux et surtout la télévision, l'assurance vie, machin. Donc il y a quand même un problème. Alors qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que la personne doit dire immédiatement « tu es bénéficiaire de mon assurance vie » ? Je n'ai rien à recommander à quelqu'un qui souhaite souscrire une assurance vie actuellement. C'est exactement, je n'ai rien à recommander à un héroïnomane. C'est pas un endroit, compte tenu de ce qui va se passer, où placer de l'argent. Pour moi. D'accord. C'est tout. C'est pas parce qu'il y a 50 millions de personnes qui vont aller jeter dans la mer que je dois leur recommander quelque chose en particulier. Pour moi, c'est pas... Je vois que vous êtes extraordinairement optimiste. Oui, non. Pour moi l'assurance vie a été vendue comme un placement sûr aux Français. Il est tout à fait possible qu'ils découvrent très rapidement que ça n'était pas le cas. C'est peut-être encore actuellement un peu contrarien, on va dire. Moi, je suis convaincu de ce que je dis. Ça n'est pas un placement sûr. D'accord. Bah, de toute façon, on le voit. Hein. Mort d'un assureur qui assurait la vie, déjà, c'est assez marrant comme truc. Ça arrive, de plus en plus. Tiens, alors justement, parlant d'assureur sur la vie, je l'ai déjà donné, mais c'est quand même assez drôle. C'est monsieur Omar Arce Meza. Devait se rendre à une réunion le 9 janvier au Marriott de Palm Desert. Attention, alors là, c'est un palace au sud de Los Angeles, organisé par son employeur AIG. Alors attention, AIG, c'est pas n'importe qui. AIG, c'est l'assureur qui avait signé avec Blight Masters tous les crédits défaut swap et qui a failli exploser en plein vol lorsque Wall Street a explosé. Et le gouvernement américain a nationalisé AIG afin que tout le système puisse continuer. Eh bien, figurez-vous que donc cet assureur n'est jamais arrivé à sa réunion. Il a été retrouvé mouru dans un étang de l'hôtel. Mais, c'est un hôtel géant, hein, c'est un truc, c'est genre Disneyland quoi. Donc là, vous avez un truc sur le Desert Sun, ça, c'est intéressant. Que pensez-vous justement de tous ces assureurs, de tous ces banquiers qui meurent? Vous me disiez tout à l'heure en antenne que, en ce moment, lors de vos expertises judiciaires avec des assureurs, etc., c'est devenu extrêmement violent. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, on va dire. Il y a une ambiance de plus en plus tendue en expertise amiable, contradictoire, ou en expertise judiciaire ces 2 dernières années. Après, on n'est pas encore assez tripé et on ne va pas sortir le revolver. On ne l'espère pas. C'est sûr que dans le milieu financier, il y a une pression qui est de plus en plus forte. Pour l'instant, dans la liste des banquiers mourus, 55, Pierre 56 on doit être à peu près à ça. On va dire 60. Ouais, on a 2-3 assureurs sur le lot. C'est relativement faible, compte tenu du fait que l'assureur est le frère jumeau du banquier. Oui. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était devenu extrêmement violent.
C'est ça. De toute façon, l'assurance, c'est ensauvagé en 2 ans. C'est extrêmement violent. J'ai une consoeur qui est expert d'assuré, à qui on a dit « je vais te casser la gueule ». Et on s'est levé pour joindre le geste à la parole. Et c'est un expert d'assurance d'ailleurs qui s'est mis au milieu pour empêcher que cet expert d'assurance joigne le geste à la parole. Donc on a des comportements de la part d'experts d'assurance qui deviennent... c'est même plus questionnable. En tout cas, ouais, mafieux, qu'est-ce qu'il y a mafieux, c'est chantage, menace, c'est quoi? On n'en est pas là, on n'en est pas mafieux. En tout cas, on est sur des comportements qui visent à l'intimidation. Et quand on est sur l'intimidation physique, c'est qu'on n'a pas d'argument technique ou juridique à opposer dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, c'est tout. Alors tiens, juste, j'insiste lourdement là-dessus. Si vous avez des dégâts des eaux, un accident de voiture, n'importe quoi, n'acceptez pas l'expert que vous envoie votre assureur. Il va vous gruger. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a fait connaissance, c'est important. Je voudrais que vous expliquiez justement la différence fondamentale entre... parce que parfois, ce sont les mêmes cabinets, comme ça a été pour mon cas, un même cabinet indépendant, donc assurer l'expertise de mon côté et du côté du voisin, on va dire ça comme ça. Alors que, je veux dire, c'est pas normal, quoi. À la limite, ça aurait dû être un autre cabinet. Et donc là, il y a collusion pour moi, il y a une totale collusion. Alors expliquez-nous exactement ce que doit faire le spectateur, puisque vous nous avez expliqué que justement vous étiez payé parce que c'est prévu dans les contrats d'assurance, que vos honoraires ou les honoraires de n'importe quel expert d'assuré sont pris en charge par le contrat d'assurance à la base. Vous n'êtes absolument pas tenu d'accepter l'expert que vous envoie votre assureur. On est d'accord là-dessus ou pas? On est d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi un contrat d'assurance? Encore une fois, vie ou dommage, c'est une créance. C'est une créance hypothétique sur un événement aléatoire. En l'espèce, vous vous assurez au cas où vous auriez un dégât des eaux, un incendie. Le jour où vous avez un dégât des eaux ou un incendie et qu'il est garanti que votre contrat trouve application, l'assureur devient votre débiteur. Il a une dette envers vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le débiteur qui va envoyer un représentant, l'expert d'assurance, pour dire à combien se monte la dette. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais bien devoir de l'argent à quelqu'un et envoyer quelqu'un pour lui dire « Bon, finalement, en fait, je ne vous dois que ça ». Donc, la logique qui consiste à penser que l'expert d'assurance est forcément impartial, elle n'existe pas dans les faits, puisque c'est le débiteur de l'obligation à votre égard qui va dire combien il vous doit. Mais comment ça se fait qu'on ne le sait pas, ça? Comment ça se fait que les assureurs, justement, forcent tout le monde à prendre leur expert? Pourquoi vous n'avez pas un syndicat, justement, des experts d'assurés et qui montent au créneau en disant « Nous sommes indépendants, nous défendons les Français vis-à-vis des assureurs ». Parce que déjà, actuellement, les assureurs mènent quelque peu la chasse vis-à-vis des experts d'assurés, parce qu'ils se sont aperçus que le coût moyen du sinistre avec et sans expert d'assuré, il est extrêmement différent. Oui, donnez-nous des exemples. C'est-à-dire que la plupart des dégâts des eaux qui sont subis sur Paris et région parisienne vont être réglés sans perte d'usage. Alors que quand on fait des travaux, vous faites de la peinture, vous enlevez du parquet, vous allez perdre l'usage de votre appartement et donc vous avez le droit de réclamer au prorata de la surface affectée par le sinistre la valeur locative de votre appartement. Bon, sur un appartement qui fait 80 mètres carrés avec une valeur locative de 20 € par mois, ça fait 1 600 € de plus dans le sinistre. Si l'expert passe, vous ne le dit pas, et si vous ne savez pas le réclamer, c'est 1 600 € d'économiser pour l'assureur. D'accord, donc ils sont commissionnés, eux, ils sont en fonction de ce qu'ils font économiser aux assureurs? Non. Ils sont rétribués là-dessus? C'est quoi le truc? Non, on n'en est pas à ce type de jeu de la part des experts. Et c'est le même principe que le guichetier. L'expert, en fait, il reçoit des instructions de la part des assureurs. Ça revient au même, excusez-moi. Non, Pierre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne tire pas sur le pianiste. Non. Sachant que c'est le client, c'est votre client, donc vous n'allez pas charger la barque. Voilà. Si vous voulez, je peux pas, ayant été expert d'assurance, je ne peux pas en vouloir aux experts d'assurance. On ne mord pas la main moi aussi. Qui vous nourrit. Moi aussi. J'estime que c'est des enfoirés de première. On a eu la démonstration dans mon dossier, pardonnez-moi. Il s'en est plutôt bien sorti. Oui, parce que vous étiez là. Voilà. Donc, parce que vous étiez là. On est passé de 300 à 3, je ne sais pas combien. On a multiplié le. Peu importe. Le chiffrage par 10. Mais oui, mais c'est quand même incroyable. Là. Enfin, on va clore le truc parce que c'est un expert qu'on vous envoie doit défendre les intérêts du dossier. Point. On ne vous l'envoie pas. On demande à un expert de venir pour défendre les intérêts de l'assureur. Voilà. C'est extrêmement, c'est très fin. Et c'est à vous, très souple, la frontière, elle est là. Et c'est à vous de comprendre que vous avez aussi le droit de prendre un expert dans le cadre de ces opérations d'expertise. Et là, elles seront vraiment amiables et contradictoires, puisqu'il y aura un expert de chaque côté.
Justement, on reste dans votre domaine d'expertise, les assurances. Alors, encore un assureur qui a des soucis informatiques. Zut, alors, on est de nouveau en Belgique. Alors, Monsieur Placement, notre lecteur, a vu sur RTL qu'en Belgique, alors, là c'est un autre, les mutualités libérales, c'est rien que le nom, les mutualités libérales ne remboursent plus les frais médicaux depuis 3 semaines, rapporte la Gazette van Antwerpen et Het Nieuwsblad. Nous sommes maintenant depuis 3 semaines en pleine migration de notre système informatique et cela génère certaines maladies de jeunesse. C'est drôle, des maladies qui ne sont pas remboursées, ils ont des maladies, mais bon, passons. Explique Gert Messiaen, le secrétaire général des mutualités libérales. Je ne veux pas minimiser le problème, nous dit-il, nous faisons tout notre possible pour le résoudre rapidement. Si vous déménagez votre serveur d'un point à un point B, de Lisbonne à Stockholm, tout se remet en place, comme à chaque fois quand on rallume un ordinateur quand on voyage. Et puis alors justement, j'ai plusieurs lecteurs qui ont réagi à cette information, des directeurs informatiques qui gèrent plusieurs méga serveurs et qui me disent mais c'est absolument impossible. D'une part parce que en plus ils sont obligés d'avoir des backups. Donc même s'ils déménagent il y a toujours un backup, et surtout avec les histoires de cloud, maintenant c'est... Donc il dit que c'est pipeau, voilà, on va dire ça comme ça. Ça me rappelle le déménagement de Generali. Il y a quelques années, Generali a quitté le centre de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont quitté le centre de Paris et ils ont été à Saint-Denis. Et pendant 2 ans, sur tous les dossiers en retard, c'était le déménagement. Oui. C'était absolument incroyable, c'était le déménagement. Bon, ils n'étaient pas partis très loin. Il n'y avait pas trop de soucis, mais visiblement, ils ont mis énormément de temps à s'en remettre de leur déménagement. Ouais, en fait, c'est comme s'ils avaient déménagé de Paris à Moscou, quoi. Oh, plus loin. Et en diligence. C'était la Polynésie française, et puis visiblement, tout le monde était à la rame. Tout le monde n'était pas arrivé. À la Generali, oui, très fort. En vérité, alors, moi je vais vous donner le point, parce que je pense que c'est plutôt ça. En vérité, c'est juste un souci que l'on voit se répandre à bien des assureurs en ce moment. Parce qu'ils ne sont pas les seuls à essayer de gagner 3 semaines, 4 semaines, etc. Cela permet de gagner du temps, en l'occurrence, attendre que 200 ou 600 000 personnes versent leur cotisation mensuelle suivante. Voilà. C'est une forme de cavalerie, pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai eu le cas sur un dossier assurance Banque Populaire où c'était vraiment flagrant à la fin de cette année. C'est-à-dire où on a un écrit d'assurance Banque Populaire qui nous dit « Le chèque est parti le 17 décembre ». Et donc le chèque, daté du 17 décembre, va arriver le 23 janvier de l'année suivante. Donc comptablement, je ne sais pas comment ça a été affecté, mais j'ai quand même rarement vu un chèque pour faire 300 km mettre plus d'1 mois. C'est en fonction du montant, peut-être ? C'est un incendie total. Donc, mais en tant que tel, je me suis vraiment posé des questions sur la solidité de l'assurance Banque Populaire, mais je dois avoir les idées mal placées. Alors ça, je voudrais vraiment que vous le commentiez, parce que vous m'avez envoyé ce graphique, justement, que j'ai publié dans la revue de presse de lundi dernier, issu du rapport médiateur de la FFCA, montrant que le nombre de réclamations pour les sociétés d'assurance a été multiplié par 22 entre 1995 et 2013. Alors vous allez le voir derrière nous, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On voit qu'en fait, il y a une sorte de ligne droite jusqu'en, grosso modo, 2001. Et puis alors là, à partir de 2001, d'un seul coup, ça dégénère. Il y a un premier crash financier dû à l'explosion de la bulle Internet. Et ensuite, 2008, l'explosion totale de Wall Street. Donc là, on voit bien, c'est une montée en flèche, littéralement. Et on voit que l'année dernière, mais ça a été battu un record. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce graphique ? Qu'est-ce que c'est que les réclamations ? Alors d'une part, qu'est-ce qu'une réclamation ? Si vous vous défendez dans le monde de l'assurance. Si vous vous défendez tout seul face à votre assureur, sans passer par mon intermédiaire ou par ceux de mes confrères, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un expert d'assuré, vous avez, si vous êtes insatisfait du travail de l'expert d'assurance, la faculté de saisir le service réclamation. Il y a un service consommateur réclamation comme chez votre banquier, qui en théorie est là une fois sur 2 pour vous enfumer. Oui. Mais il a été prévu au sein de la FFSA, donc la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, et au sein du GEMA, l'existence de ce qu'on appelle un médiateur. C'est généralement un professeur de droit privé, spécialisé en droit des obligations, qui gère un service qui va à la fois traiter votre dossier, le reprendre complètement en droit et en équité. C'est un truc qui, il y a une vingtaine d'années, donc en 95, fonctionnait très très bien. Sur des erreurs d'interprétation du contrat ou... Des réclamations. Des réclamations, parce que, comme je le disais, c'était en droit. Des litiges. Ouais, des litiges, mais c'était en droit et en équité. Il y a des situations en droit, c'est peut-être justifié, mais ça pouvait être injuste. Et donc, effectivement, la médiation, ça pouvait être de dire, en équité, je pense que la situation de l'assuré est injuste, donc je suggère à l'assureur de payer. Et ce système fonctionnait
relativement bien, sauf que là, effectivement, on voit une augmentation exponentielle de réclamations devant le médiateur. Il n'y a pas de raison absolue, il n'y a pas eu plus de contrats souscrits, il n'y a pas une évolution démographique de la France par 22 qui permettrait de penser qu'on aurait comme corollaire une augmentation des réclamations par 22. Donc ça veut véritablement dire qu'on a un énorme blocage au règlement dans les compagnies. D'accord, Ouais. c'est ça. Et d'ailleurs, le rapport... En fait, ce que montre ce graphique, c'est que les assureurs ne veulent plus payer. Tout à fait. Non, mais attendez, c'est énorme. C'est pas moi qui le dis, c'est le médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurance. Il ne le dit pas comme ça. Après, le rapport... c'est sûr qu'ils ne vont pas le dire comme ça. Il ne va pas le dire comme ça, mais le rapport... c'est politiquement incorrect de dire ça. Le rapport est extrêmement intéressant à lire, puisque dans une partie liminaire, si ma mémoire est bonne, le médiateur se plaint de l'attitude des assurés complètement excédés, qui le menacent de mort, lui hurlent dessus, etc. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, un monde qui est en train de s'ensauvager, aussi le monde du règlement assurance. Mais on voit bien que première crise financière, donc 2001, parce que là, ils ont été nettoyés, ils ont investi dans toutes les startups, etc., qui ont explosé en plein vol. Merci Goldman Sachs, grand spécialiste de l'enfumage Internet de l'époque. Et ensuite, typiquement, 2008, le 29 septembre 2008. Limiter les risques, trouver des raisons pour ne pas rembourser, mettre en doute la bonne foi, jouer la montre. Les compagnies d'assurance font tout pour réduire les indemnisations. Et depuis quelques années, elles auraient même mis sous leur coupe les experts soi-disant indépendants. Francis Maraval dirigeait un cabinet d'experts automobiles qui travaillait pour plusieurs compagnies d'assurance. Ces dernières le mandataient pour évaluer les dommages des véhicules accidentés de leurs clients. Parmi elles, la Massif. Son cabinet réalisait avec elle près de 20% de son chiffre d'affaires. Mais un jour, la mutuelle met fin brutalement à leur collaboration. Du jour au lendemain, ils m'ont enlevé l'émission. Ils m'ont viré comme un malpropre du jour au lendemain. La Massif, il aurait voulu peut-être que je minimise la réparation au maximum. Ouais. La Massif lui reproche d'être plus chère que ses concurrents. En clair, de réaliser des expertises qui favorisent davantage les assurés. Il y a 30-40 ans, il y avait plus de 600 compagnies d'assurance. Aujourd'hui, des compagnies significatives, il y en a moins de 100. Et quand je dirais qu'il y en a moins de 100, je dirais que les 10 premières font 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le marché, il est entre les mains de quelques groupes. Mais ces quelques groupes-là, ils font l'appui et le beau temps. Oui, alors là, justement, je pense que ce graphique dit tout. Alors, Alexandre Caget, pour vous résumer, parce que ça, c'est... Dans mes mails, c'est ce que je vois depuis maintenant des années, mais ça revient de plus en plus souvent. Donc des baby-boomers, des personnes qui ont 40, 50, 55, voire 60 ans, qui sont extrêmement inquiets, qui ont cotisé toute leur vie justement dans une assurance vie, qui ont toujours pensé qu'ils prendraient une retraite dorée, etc. Et la question que beaucoup de personnes me posent, c'est mais j'ai une assurance vie, je cotisais, etc. Est-ce que je dois la fermer? Alors, d'une part, comment on ferme une assurance vie? Première question. Très simplement, en envoyant une lettre recommandée à son assureur. Enfin, ça, c'est de votre côté expert. Non, on commence par le commencement. Ah, d'accord. Toujours. Parce qu'une lettre recommandée ne suffit pas. Une lettre recommandée ne suffira sans doute pas. Par exemple, à la CNP, qui a quelques difficultés à la réaction au niveau de la lettre recommandée. Mais après, effectivement, il y a tout un tas de médiations. Bon, je déconseille de toute façon actuellement le service réclamation ou le médiateur. On vient de voir qu'il était complètement engorgé. Il peut traiter aussi. C'est sur celui-là où vous êtes resté une demi-heure au téléphone à écouter le disque ou non? Non, c'est sur un dossier en dommages. Mais je vois bien le dessin avec le mec qui a appelé l'assurance pour résilier son assurance vie. Et puis le dessin suivant, on voit le squelette là, toujours avec le téléphone. Non, en plus, la musique est absolument géniale sur GAN. C'est GAN, avancez avec vous. Ça fait 15 minutes qu'on n'avance pas, mais donc c'est insupportable. Ouais, donc il faut, sur l'assurance vie, toujours commencer effectivement par créer son droit en adressant un courrier recommandé en disant, en dépit des frais, puisque vous allez avoir des frais si vous liquidez avant terme votre assurance vie, mais je pense que là, on n'est plus sur un problème de frais. Donc vous commencez par une lettre recommandée, une deuxième de rappel si vous n'avez pas de réponse en 15 jours. Malheureusement, les services réclamation et les services de médiation internes aux assurances étant ce qu'elles sont, si vous n'avez pas de réponse sous 15 jours, 3 semaines, maintenant, vous allez chez votre avocat. Alors attention, là, vous êtes en train de dire à tous nos spectateurs,
que, en fait, ils vont être obligés de s'armer d'un avocat, c'est le cas de le dire, pour récupérer leur assurance vie. Donc ça veut dire que l'avocat, déjà, il va prendre 2 000 € ou 1 000 €, je ne sais pas combien. Non, vous avez des avocats. Oui, non, moi j'ai tous mes lecteurs qui m'écrivent, vous savez, je peux vous dire que c'est entre 1 000 et 2 000 €. Un petit peu moins. J'ai quelques, Bon, avocats, peu importe. j'ai quelques Dites-nous. avocats spécialisés Mais- qui sont extrêmement compétents et pas trop chers. J'ai été agréablement surpris d'en trouver en région parisienne. Toujours est-il, effectivement. Ensuite, c'est à l'avocat de procéder à la mise en demeure, puis effectivement à la signification. Après, à voir si l'assureur va céder sans être assigné ou pas. Mais vous vous rendez compte, déjà, ça montre bien qu'ils ont un problème, tous ces assureurs. S'ils mettent autant d'obstacles pour rembourser les gens. Mais Pierre, c'est comme votre banquier, hein, quand il n'a pas envie de rendre l'argent, il ne rendra Ah pas non, l'argent. surtout là, en ce moment, on voit que les banquiers rendra n'ont pas pas du tout l'argent. envie de rendre. Là c'est très net. Hein, là, c'est Rendez vraiment... l'argent, non. c'est- C'est le même principe. Combien de temps, grosso modo, qu'est-ce que vous avez observé? Combien de temps il faut pour récupérer son assurance vie? C'est essentiellement variable, mais je veux dire, pour des cas extrêmement compliqués, où vous découvrez ultérieurement que vous êtes bénéficiaire et où vraiment les gens vont faire traîner, ils peuvent vous faire traîner 1 an et demi en amiable, hein, sans problème. Ah oui. Ah, sans problème. Alexandre Cagé, comment ça se passe justement la relation alors assez curieuse justement quand nos spectateurs, auditeurs, lecteurs ont des crédits immobiliers et qu'ils ont un incendie hein, et que la banque a une hypothèque sur la maison. C'est une question très importante d'ailleurs, hein, parce que ça concerne quasiment la moitié des Français là. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que vous êtes assuré et qu'en dépit du fait que vous avez un crédit, vous allez toucher une indemnité au moment où vous avez un incendie total. Ce n'est pas du tout le cas. À partir du moment où votre banquier a un privilège au niveau de votre bien, c'est-à-dire qu'il a fait inscrire l'hypothèque à la conservation des hypothèques sur le bien immobilier en cause, oui. Vous devez, pour toucher l'indemnité sur un sinistre important, gros dégâts des eaux, gros incendie, vous devez obtenir une autorisation ponctuelle de règlement de la part du banquier. Sinon, c'est lui qui percevra l'indemnité. Ah oui. Mais il y a pire que ça, c'est-à-dire que il arrive, du fait d'un défaut de compétence, souvent, qu'au moment de la souscription d'un crédit immobilier, le banquier ne fasse pas inscrire le privilège à la conservation des hypothèques, mais l'assureur, par exemple, si vous avez... Il va en profiter. Ouais, mais l'assureur sait que ce crédit existe parce qu'il est, par exemple, le cousin du banquier. Oui. Exemple type, Banque Populaire, assurance Banque Populaire. Oui. Et là, on vous dit, non, vous ne pouvez pas toucher l'indemnité parce qu'il y a un crédit en cours. La réponse, c'est oui, mais il n'y a pas de privilège hypothécaire mentionné. Donc, je ne vois pas pourquoi vous devriez demander l'autorisation du banquier. Et là, on va vous répondre très simplement, parce qu'il y a un crédit, alors que ça n'a aucune réalité. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi absolue, puisqu'il n'y a aucun privilège mentionné. Et vous avez eu des cas comme ça, où oui, justement, où ils ont vraiment de mauvaise foi? Ah, tout à fait. En fait, avec quelle compagnie, par exemple? Assurance Banque Populaire. Bah, d'accord. Voilà. On va... Quel conseil vous pouvez donner à nos spectateurs, justement, qui ont des crédits avec leur maison, appartement? Qu'est-ce qu'ils doivent vérifier pour être sûr de tout blinder? De préférence avoir de très très bonnes relations avec leur directeur d'agence, puisque c'est souvent... Oui, mais ça change tous les 2 ans. Donc ouais, c'est le problème. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait de bonnes relations avec son directeur d'agence, il vous donnait cette fameuse autorisation ponctuelle de règlement qui vous permettait de percevoir l'indemnité. Aujourd'hui, ça passe par des services spécialisés et c'est extrêmement bloquant sur les sinistres à taille critique. Quand votre pavillon est par terre, la tentation du banquier, ça va être de percevoir l'indemnité et de dire « Vous voulez reconstruire, monsieur ? Vous allez me resouscrire un prêt du même montant, au même taux d'intérêt. Par contre, je suis désolé, je vais être obligé de vous facturer les frais de dossier. » Bien sûr. Voilà, et c'est tout bénef, surtout effectivement quand le banquier est le cousin de l'assureur. Ils ont réussi à facturer des frais de dossier en plus. On a vu que les banques se sont transformées en assureurs. Ceci explique cela, donc, entre autres. Sachant que c'est ce que je déconseille le plus, c'est les banques assureurs, puisque assureur, c'est quand même un métier, et que ce n'est pas à votre chargé de clientèle en banque de vous proposer une assurance. Il n'a aucune idée de ce qu'il vous vend. Oui, il touche la commission, c'est tout. C'est tout. Voilà. Il ne connaît absolument pas les conditions particulières, les conditions générales, et il n'a pas été formé pour ça. D'accord. La banque assurance a des limites. Justement, on a le cas d'une lectrice qui est dans l'impossibilité. Chaque fois qu'elle va à la CNP, on lui dit non, il faut laisser quelque chose, machin, etc. Enfin, il traîne, etc. Donc, comment fermer une assurance vie, récupérer tout à la CNP et ailleurs? C'est-à-dire que tout va dépendre des termes du contrat. Ce qui lui est sans doute dit, c'est qu'elle peut récupérer une partie de son contrat sans frais. Si effectivement elle souhaite liquider son assurance vie, il y a des frais qui lui seront imputés. Je dirais que compte tenu du risque financier qu'elle prend, il vaut mieux payer les frais
et clôturer définitivement l'assurance. On a essayé de m'en fourguer des tonnes de fois, je n'ai jamais cru. Vous m'avez parlé d'un cas que vous avez traité, je sais peut-être qu'il est toujours en cours sans nommer la personne, c'est une assurance vie, je crois, dont elle était bénéficiaire, parce que la personne est décédée. Vous pouvez grosso modo expliquer tous les problèmes que vous avez rencontrés? Parce que moi j'ai été très surpris par le nombre de mails, je l'ai dit tout à l'heure, mais que j'ai reçus suite à votre passage. C'est un sujet qui intéresse, passionne totalement les Français, parce qu'ils ont vraiment l'impression, enfin ils le voient, qu'ils se font mener en bateau. Donc vraiment, vous pouvez nous en dire un petit peu plus là sur... Il s'agissait d'une jeune femme qui faisait des études aux États-Unis et qui a appris le décès de son père du jour au lendemain. Donc qui a arrêté ses études, qui est revenu en France, qui a dû reprendre les entreprises en difficulté de son père, qui avait été prévoyant et qui pensait avoir protégé ses proches en ayant souscrit plusieurs assurances vie auprès de la CNP. CNP, voilà. Une fois de plus. Et donc cette jeune femme a donc tenté de se faire régler les assurances vie. Et là, le parcours du combattant a commencé, puisque dans un premier temps, on ne lui a pas répondu. Ensuite, là, j'avais saisi le service réclamation, en disant non, attendez, vous plaisantez, donc monsieur machin est décédé, donc quel est l'état exact des assurances vie souscrites, quel est le montant, et quand peut-elle en bénéficier? Donc la réponse, c'est mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il est véritablement mort? Et dans quelles conditions est-il mort, monsieur? Donc oui, là, déjà, la réponse, c'est il s'agit d'un accident de moto. Et donc là, on nous a sorti le fameux coup du suicide, puisqu'en fait, l'acte volontaire est exclu de toutes les polices d'assurance. Ah ouais, mais il va nous falloir le certificat de décès pour démontrer que ce n'est pas un suicide. Là, vous venez de nous donner une information majeure. En fait, ce que vous venez de dire, techniquement, c'est que ces enfoirés d'assureurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, ils ne vont pas payer les assurances vie, aux bénéficiaires, parce que, techniquement, il est très simple de soupçonner que tout le monde est mort d'un suicide. C'est tellement facile. Mais Et en plus, il faut le prouver. C'est à la personne de le prouver. Vous vous rendez compte? Je veux dire, même, il y a quand même la plupart des gens meurent naturellement ou dans des accidents. Le suicide n'est pas la première cause en France de mortalité. Non, mais quand on était à Radio Ici Maintenant, moi j'avais évoqué ce cas-là parce qu'il s'agit d'une personne... si vous voulez l'assurance, vous avez toujours la notion de bonne foi et il y a effectivement ce qu'on appelle des fraudes à l'assurance. Mais là, on était vraiment dans un dossier où on était sur l'évidence du décès, des personnes de bonne foi, le dossier qui aurait dû glisser, qui bloquait à tous les niveaux, quoi. D'accord, donc s'ils bloquent déjà des dossiers comme ça, alors j'imagine le cauchemar pour les autres. C'est effrayant. Non mais cette histoire de fraude, je veux dire, la plupart, malheureusement, ce sont des accidents de circulation, etc., des crises cardiaques soudaines. Je veux dire, c'est quand même pas... Il n'y a pas de fraude là. C'est pas majoritairement, on ne peut pas considérer, mais j'ai l'impression que les assureurs préfèrent justement mettre tout le monde dans la fraude parce que ça leur évite de payer, surtout en ce moment. La notion de fraude est excessivement ambiguë actuellement, elle doit être démontrée. Oui, je crois que c'est de plus en plus, plus on s'enfonce dans la crise et plus il y a le brouillard. C'est très net. Actuellement, par exemple, en expertise, on constate un missionnement exponentiel d'enquêteurs d'assurance. L'enquêteur d'assurance, c'est des anciens flics qui ont été formés par l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance, qui est un organisme qui dépend des assureurs, et qui vont venir vous interroger dans le courant de l'expertise sur un coin de table et vous faire rédiger une attestation en forme article 202 du code civil. C'est pour vous aider. Il y a un petit problème dans votre dossier, écrivez-moi ça, vous allez voir, on va payer. Et en fait, non, l'assureur n'est pas là actuellement pour vous aider. Il est là... pour vous entuber. L'enquêteur, qui est missionné. Quand vous avez un enquêteur, c'est vraiment le moment de paniquer, de prendre un avocat ou un expert. C'est que votre dossier va finir en fraude. D'ailleurs, je vous avais envoyé un truc, Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les Rolling Stones. Les Rolling Stones qui avaient annulé une partie de leur tournée. Absolument. Et donc, en fait, l'assureur a décliné sa garantie à Mick Jagger en personne. Oui. Je crois que c'est un des syndicats du Lloyds, en invoquant l'acte volontaire compte tenu du suicide de sa compagne. Oui, c'était Vren, c'était la grande mannequin là, qui s'est suicidée, et donc Mick Jagger, lui était choqué, il a annulé sa tournée ou en Australie, je crois, si mes souvenirs sont... C'est en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a deux parties de sa tournée qui ont été annulées, et son assureur a dit qu'en fait ça ne constituait pas un événement aléatoire parce que sa compagne allait se suicider de toute façon. Et donc Mick Jagger a signé. Au secours. Mick Jagger a signé à Londres. Et là, l'assureur a répondu en assignant, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis, devant 2 tribunaux fédéraux, pour entendre les employés de la compagne de Mick Jagger, afin de démontrer qu'elle était folle et donc qu'il n'y avait pas de caractère aléatoire au suicide. Pour ne pas payer. Oui, effectivement, donc tout est à l'avenant. Voilà. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut vous arriver à vous si ça arrive aux Rolling Stones.
Non, mais ça peut arriver à toutes les personnes qui nous regardent. Quels sont vos conseils? Par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner 2 compagnies qui sont réglo, on va dire ça comme ça, ou si ça existe encore, je ne sais pas. Ça a l'air de faire rire notre entourage, là. Si vous avez un beau patrimoine, si vous avez beaucoup d'argent, à partir de 1 million d'euros, il ne faut pas hésiter à aller chez Hiscox. C'est bien, hein, à partir d'1 million d'euros. Donc je suis sûr que la totalité de nos spectateurs sont concernés. Alors, au-dessous d'1 million... Au-dessous d'1 million d'euros, AXA et Allianz, pour l'instant, se tiennent bien. AXA et Allianz. AXA et Allianz. Ils remboursent, ils ne vous prennent pas la tête sur les dossiers, Tout dossier est différent, mais c'est beaucoup moins compliqué qu'ailleurs, et je dirais qu'on peut encore discuter techniquement. Il y a encore des interlocuteurs qui ne sont pas dans un phénomène délirant. Et par contre, oui, je dirais actuellement en région parisienne, 2 assureurs à éviter, la Massif et la MAF. Pourquoi? La MAF, notamment en professionnel actuellement, c'est un coupe-gorge. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Pour danser à la télé, ils sont très forts. Très forts. Pour payer, notamment... Là, il n'y a plus personne, c'est ça? Il n'y a plus personne, et notamment sur des assureurs, sur des assurances en risque entreprise. Moi, j'ai 3 restaurants actuellement, notamment dans la communauté chinoise, des dossiers qui auraient dû passer, mais comme une lettre à la poste, et qui sont bloqués. Ouais, j'imagine qu'en discutant avec vos collègues, vous avez toutes les autres remontées de... Voilà. Donc, je vous dis... Et l'autre, la Massif? Il y a 10 millions de personnes, à la Massif, qui croient en la solidarité et peuvent bénéficier d'une assurance dépendance pour vivre le plus longtemps possible à leur domicile, proche de ceux qu'ils aiment. Massif, la solidarité est une force. Oh, mais c'est excellent. D'accord. Donc c'est la MAF, hein, ça marche pas. Non, la MAF. C'est la PAF, quoi. C'est surtout qu'en fait, il y a une règle un petit peu non écrite, c'est sur un particulier, sur des petits sinistres. On n'est pas étonné des fois que ce soit des dossiers tendus, que les experts n'aient pas envie. Par contre, en fait, on ne touchait pas aux PME, PMI. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet aux Français de bosser, c'est un créateur d'emplois. Et là, effectivement, je vois plusieurs entreprises qui sont extrêmement maltraitées par leurs assureurs. Lesquels? Et en particulier par la MAF. Par la MAF, Par la d'accord. MAF. Ok, bah écoutez, voilà, donc pour cette première partie qui ne nous rassure pas. Je vous l'ai fait bien... Quoi? Non? C'était voilà, c'est à ce point-là exprès, mais c'est drôle. Non, mais oui, c'est ça. On a encore une deuxième partie à faire, on continue. Donc pour cette partie qui nous rassure vraiment pas du tout, donc nous allons faire une légère pause, donc on va mettre une pub de la MAF. Et on reprend tout de suite après avec la revue de presse économique. Vous restez avec nous, Alexandre Caget. A tout de suite. Merci. Mais vous êtes malade? Vous avez pas vu le feu? Ah, il y avait un feu. Je suis désolée. On va faire un constat tout de suite et vous êtes responsable. Oui, bon, j'appelle mon assureur. Allô? Oui, c'est encore moi. Vous pouvez venir? Ah. Bonjour, je suis Pastèque de Groupama. Qu'est-ce qui se passe avec ma cliente? Ce qui se passe, c'est qu'elle m'a démoli la bagnole. Il n'y a plus de phare, il n'y a plus de pare-choc, il n'y a plus rien. Elle mérite un malus. Oh! D'accord, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Ah ben j'espère bien parce que je l'ai acheté il y a 2 ans cette voiture. Et j'espérais qu'elle... Bien fait. Et voilà, pas de constat, pas de malus. Merci, Pastèque de Groupama. Groupama, une pastèque et pas de constat. Cette deuxième partie de la revue de presse, eh bien, en l'honneur de ma chemise, là, on va la dédicacer donc aux opticiens et aux ophtalmos, puisque notre lecteur Clément donc nous a écrit. Alors, il nous dit « J'ai remonté la rue de Rennes à Paris ». Alors, je précise que la rue de Rennes, c'est juste à côté de la gare Montparnasse, pour tous ceux qui n'habitent pas à Paris, et que c'était une rue où jamais il n'y avait de commerce vide, de boutique vide. Et voici ce qu'il nous dit. « J'ai remonté hier la rue de Rennes à Paris, 3 locaux commerciaux de plein pied vides, où les baux sont à céder. 2 magasins en liquidation pour fermeture. Pas mal pour une rue qui, traditionnellement, est très 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 recherchée. La reprise est là, nous dit-il. Par ailleurs, je travaille dans l'optique, je suis opticien, et les acteurs du métier tablent sur une fermeture des boutiques entre 10 et 20% d'ici fin 2016. Vraisemblablement, nous dit Clément, ce seront les petits indépendants qui vont souffrir le plus. Mais je vous garantis que même les grandes chaînes ne font pas les fiers.
Alors justement, cette crise est en train de s'accentuer avec le rythme des licenciements et les boutiques qui ferment. Moi, je le vois régulièrement. J'étais à Metz, j'étais il n'y a pas très longtemps à Nancy, et j'ai vu dans des rues extrêmement commerçantes, dans les villes de province où on a toujours une ou deux grandes rues principales où on a toutes les boutiques. Et chose jamais vue, des boutiques vides, quasiment une boutique sur 3 de vide. Hein, à Metz, en tout cas, ça m'a choqué. Hein. D'autant plus que l'info vient d'un opticien, qui est une profession qui avait encore, il y a 1 ou 2 ans, un taux de rentabilité qui était extrêmement bon. Absolument. Alors, puisqu'on parle de Metz, M. Carbonneau nous dit, écoutez, c'est étonnant, une administration de Metz dont le nom est confidentiel se séparait de 8 lustres en cristal de Saint-Louis, dont le plus haut mesurait 2,40 m pour des sommes allant jusqu'à 11 000 €. Voilà, c'est un article du Républicain. Donc si les administrations sont en train de vendre leurs lustres, là ça sent la fin. Là. Ça s'appelle vendre des bijoux de famille. Oui, là, c'est des gros bijoux. Beaux bijoux. Des beaux bijoux. Non, mais c'est absolument effrayant. Justement, ça va d'ailleurs dans le sens, puisque ça fait partie des brefs des guichets de banque. Monsieur Caro nous dit 728 300 foyers espagnols n'ont eu aucun revenu en 2014 et 2 millions d'Espagnols sont partis d'Espagne chercher du travail ailleurs depuis le début de la crise. Hein, donc c'est dans Vozu Populi. Le nombre de chômeurs est reparti à la hausse en janvier en Espagne. Le mois dernier, le pays comptait 77 980 chômeurs de plus, soit 1,75% qu'un mois plus tôt. Le mois de janvier est traditionnellement mauvais pour l'emploi en Espagne avec la fin des contrats temporaires conclus pour la période de Noël. Fin janvier, 4 530 000 personnes étaient sans emploi en Espagne. Et alors, ce qui est intéressant là, écoutez bien, c'est qu'en ce moment, vous avez énormément d'Espagnols qui vont travailler au Maroc. Là, c'est vraiment, on voit l'inversion de la courbe du chômage. C'est une très bonne illustration. Une inversion migratoire. C'est une inversion migratoire. Bientôt, les Français vont aller travailler en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Slovénie. Dans la même logique, c'est quand même assez effrayant. La pauvreté au Luxembourg est en train de littéralement exploser. Hein, c'est une information que vous allez retrouver également sur la revue de presse. Justement, pour enchaîner sur ce que notre opticien a vu dans la rue de Rennes, hein, il a bien vu, hein, figurez-vous qu'on a une autre information, et la tradition veut que vous en lisiez quelques-unes. Donc tout va bien, 180 grandes entreprises ont fait défaut de paiement. Je précise que ce sont des entreprises françaises. Hein, si vous voulez bien la lire. Rappelez-vous, François Hollande disait que la reprise était là, entre autres parce que les gens de TF1 lui avaient dit que les annonceurs étaient revenus avec des millions à dépenser. Or, Euler Hermès a établi que sur les 12 derniers mois, à fin septembre 2014, plus de 180 entreprises ont fait défaut, un volume toujours très élevé et en augmentation régulière depuis 10 ans. Les défaillances des grandes entreprises représentent un chiffre d'affaires cumulé de 8,9 milliards d'euros et un poste fournisseur cumulé de 1 milliard d'euros, analyse Nicolas Delzan, président du comité exécutif d'Euler Hermès France. Le ralentissement de la consommation des ménages face à une forte tension sur les prix et des marges déjà réduites ont eu raison d'une trésorerie déjà affaiblie depuis plusieurs années. Lire le rapport d'Euler Hermès. Voilà. Alors, c'est quand même incroyable, 180 grandes entreprises. Et je précise que ça ne touche que l'année dernière. Hein, donc, et ça s'arrête en septembre. Et on a ça depuis 2008. Et donc, à chaque fois, eh bien, c'est des grandes entreprises qui tombent. Le problème, c'est que le nombre de grandes entreprises diminue de plus en plus. Hein, au fur et à mesure des années. Et beaucoup des entreprises donc, qui vont passer 2015, par exemple, eh bien, déposeront en 2016, car selon ma liste des licenciements, donc, il n'existe strictement aucune, alors vraiment aucune amélioration à l'horizon. Alors, c'est très intéressant, parce que, en même temps, les médias nous disent que... Hein, ils ne parlent pas de crise, pas de licenciement, hein, que IBM a licencié 120 000 personnes, aucune télé n'en a parlé. Hein, vraiment, ça a fait une brève dans les journaux d'économie. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Alors, pendant ce temps-là, hein, ça aussi, vous ne le verrez pas, les Uber riches, les très très riches, s'achètent des îles pour fuir la révolte colère des pauvres. Alors, j'en avais parlé justement dans le livre Blight Masters, mais là, le phénomène s'est accéléré. Hein, les super riches qui sont en panique sont en train de s'acheter des refuges sur des îles privées avec des pistes d'atterrissage pour fuir au cas où les pauvres se révolteraient.
Donc c'est le journal Le Mirror qui l'a repris. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment dans un grand journal anglais. On va dire c'est l'équivalent, s'il existait encore, de François du temps de Lazareff, vu ses chiffres de vente. C'est une interview donc d'Alex Wellman avec Robert Johnson, et qui est président de l'Institut de New Economic Thinking, la nouvelle pensée économique. Voilà, d'accord. Alors, il a eu cette phrase mémorable: Many hedge fund managers were already planning their escapes. Donc, beaucoup de directeurs de fonds de pension et de gestionnaires de fonds, et ils ont déjà planifié leur fuite. Ça ressemble à John Law qui a fui Paris déguisé en femme. C'est tout à fait ça. Alors, pour ma part, j'ai mieux. Écoutez bien. Selon donc une source qui fréquente cette profession des milliardaires, alors certains se font construire non seulement des îles privées avec des pistes d'atterrissage, donc comme on l'a vu, et tout ce qu'il faut vivre pour vivre en autarcie, mais alors également, écoutez bien, parce que tous ces gens, ils ont des maisons en front de mer. Si vous êtes milliardaire, vous n'avez pas votre maison en front de mer, c'est comme disait Séguéla, voilà, si tu n'as pas ta Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. Au début de son mandat, Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son goût pour les montres de luxe par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com selon vous, de communication? Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. François Mitterrand aurait dit, même s'il aime les Rolex, parce qu'il aimait les belles choses, je vais peut-être pas l'arborer. Non, mais si un milliardaire n'a pas sa maison en front de mer, voilà, il a raté sa vie. Voilà, donc, alors ils se font construire, figurez-vous, des sous-marins. Parce que, pourquoi des sous-marins? C'est très chou, écoutez bien. Parce que s'il y a une révolte des pauvres, etc., donc ils vont se faire braquer sur les routes, les autoroutes risquent d'être fermées. Ils prennent leur sous-marin et ils vont rejoindre leur île. Voilà. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Vu que ce sont des maisons gigantesques qui sont fait construire. On l'a vu en Corse, on l'a vu sur toute la côte d'Azur. Voilà. C'est quand même absolument incroyable. Donc vous pouvez lire cet article, mais vous avez également tout un chapitre qui est consacré là-dedans, bien avant le Mirror, parce que je l'ai publié maintenant il y a 3-4 ans. C'est vraiment intéressant. Mais on voit que la panique est en train de gagner tous les niveaux. Parce qu'avant, c'était vraiment les très très gros. Et maintenant, même les gestionnaires de fonds de pension, etc., commencent à... Le petit gestionnaire de hedge fund, du coup. Voilà, le petit gestionnaire commence à envisager sa fuite sur un scooter ou sur une mobilette. Non, mais c'est du délire total, quoi. Il y a le site du forum de Davos qui publie en fait les comptes rendus des discussions qui sont menées, parce que c'est un forum qui est quand même assez ouvert, qui est extrêmement intéressant à cet égard, parce que tous les ans, en fait, ils postent les sujets qu'ils traitent, et ça fait 2 ans, en fait, qu'ils mettent en place ce qu'on appelle des cartographies de risque. Oui. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que les élites pensent qui va leur tomber sur le coin du nez. Et on sent effectivement que la notion de révolte populaire, de faillite, de banqueroute, même d'épidémie, c'est pas du tout des sujets complotistes. C'est des sujets qui sont évoqués à haut niveau et qui font partie, en fait, des... En fait, ça se trouve à Davos, ça se trouve la réunion à laquelle ils ont vraiment tous assisté, c'est comment fuir quand les pauvres vont se révolter, quoi. Pas par la route. Pas par la route. C'est soit être en Suisse, soit avoir son sous-marin, quoi, et son propre avion. Phoenix Island, la dernière extravagance des milliardaires rouges sur l'île de Hainan. Un minuscule îlot artificiel gagné sur les eaux chaudes de la mer de Chine. Ces tours oblongues abritent désormais les appartements les plus luxueux de Chine, plus de 10 000 € le mètre carré. Les travaux ne sont pas finis, mais ces résidences secondaires sont déjà vendues. Un pied-à-terre dans celle qui se veut la Hawaï ou le Monaco d'Asie, le dernier chic pour les riches chinois. Au 28e étage, c'est un seul appartement de 1600 mètres carrés avec jardin et piscine. Il coûte 12 millions d'euros. On pourra arriver en hélicoptère, manger au restaurant tournant et payer son café 100 €. C'est ce standing qu'on veut atteindre. Le paradis a un prix. Ces villas ne sont pas ce qui se fait de plus cher à Hainan, mais il faut quand même compter 500 € par nuit, une fortune. Le salaire mensuel moyen en Chine est de 300 €. Un tourisme de masse, certes, mais à la carte et avec un service plus raffiné. Et ça, c'est une nouveauté.
Voilà, sur la terrasse, vous avez une vue à 180 degrés. Dès qu'ils mettent le pied sur l'île, nos clients ont un majordome à leur service, 24 heures sur 24. Nous, on s'adresse aux pauvres, hein, je suis désolé. Alors, écoutez bien, parce que franchement, là, quand on les écoute, on se sent vraiment pauvre, quoi. C'est absolument incroyable, se faire construire son propre sous-marin pour fuir. C'est quand même énorme. Enfin bref. Alors donc, nous pauvres, alors écoutez, vous avez été très très nombreux, et ça m'est arrivé également, à nous signaler que vous avez été prélevé 2 fois. Parce que ça, c'est un phénomène de plus en plus fréquent. Les banques prélèvent 2 fois. C'est comme le facteur qui sonne 2 fois. Alors, quelques jours avant la fin du mois, les banques ont besoin de remonter leur bilan. Donc, elles vous pompent 2 fois, puis vous remboursent après le premier du mois. C'est exactement la méthode utilisée par les escrocs de Lehman Brothers avec la JP Morgan. C'est-à-dire que quand il arrivait, donc tous les trimestres, ils devaient publier leurs comptes, la distribution des dividendes, à Wall Street. Et donc, en fait, ils empruntaient à la JP Morgan Londres, ils faisaient venir je ne sais plus combien de milliards. Donc, les milliards arrivaient de manière déguisée dans leurs comptes. Leur bilan donc était équilibré, ils gagnaient même de l'argent. Et au 2 du mois, ils renvoyaient les milliards à la JP Morgan. Sauf qu'un jour, Jamie Dimon a pété un plomb, et donc il a demandé le remboursement immédiat, et c'est ce qui a mis Lehman Brothers. Voilà. Donc on voit bien que les banques sont très très mal. C'est ce qui s'est passé aussi pour Enron. C'est ce qui Enron, c'était un chouïa différent. Enron a perdu son AAA. Et il était prévu dans tous ses contrats que si en cas de dégradation par Moody's ou quelle que soit l'agence de notation, il devait immédiatement poster 2 millions ou 5 millions de plus en fonction des crédits qu'ils avaient. Et donc, à partir de 24 heures plus tard, une banque leur a demandé immédiatement une garantie supplémentaire de 2 millions ou 3 millions de dollars qu'ils n'avaient pas. Et c'est ça qui les a coulés. Même. Sachant qu'on était sur plombés, coulés. Sachant qu'on était aussi sur un pur phénomène d'escroquerie. C'était de la comptabilité créative. Mais bien sûr. Alors ensuite, là aussi, donc, un lecteur nous dit « Vous avez encore des difficultés à fermer votre compte pour changer de banque ». Claude nous dit « Encore des difficultés et des situations ubuesques pour clôturer et retirer son argent à la caisse d'épargne ». Et il nous donne ce lien, alors vous pouvez le lire, vous allez le voir derrière nous. « La caisse d'épargne me fait des difficultés pour clôturer mon livret A ». Alors écoute, ça c'est génial. Dans un premier temps, on me dit que c'est impossible de le faire au guichet ou par courrier, en raison de la somme, environ 8 000 €. Il faut prendre rendez-vous, mais malheureusement, le jour du rendez-vous, le service informatique est soi-disant en panne. Donc, il faut prendre un autre rendez-vous et encore attendre une dizaine de jours. Ça me rappelle les assureurs là. Par ailleurs, le conseiller me dit que je ne peux pas avoir un chèque de banque avant la clôture du livret, car la somme est trop importante. Pouvez-vous me dire si tout cela est bien normal ? Demande ce monsieur. Là, c'est mon bonheur absolu, c'est la réponse du docteur Sigmund Freud. Oui, monsieur. C'est normal. Le DAB a détecté que vous avez un fétichisme des billets de banque neufs. Il a communiqué l'information au système central. Après analyse, vous devez attendre 3 mois. Ensuite, vous serez amené devant un premier comité psychologique qui vous posera des questions pour savoir s'ils doivent ou non vous enfermer tout de suite, ou bien vous envoyer une autre commission qui jugera si vous pouvez retirer ou non votre argent en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Merci. Prochain épisode des conseils du docteur Sigmund Freud. Ouais, voilà, c'est intéressant. C'est quand même invraisemblable. Vous voyez que les banques font exactement comme les assureurs. Et en fait, mon sentiment à travers cette revue de presse depuis toutes ces années, c'est qu'elles sont véritablement en faillite et que tout a été maquillé, bidouillé, et que là, en fait, elles font de la cavalerie, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Voilà. Sur les banques, d'autant plus que les stress tests, les derniers de 2014, n'ont pas été menés, de plus en plus de gens commencent à le dire, avec une vigueur exceptionnelle. La Banque Centrale Européenne dévoile dimanche le résultat d'un examen sans précédent des bilans de 130 banques de la zone euro. C'est une étape essentielle avant la mise en place de l'union bancaire. On a appelé stress test, test de résistance, l'examen effectué par la BCE qui consiste à radiographier les actifs et les crédits distribués par ces banques. Notre sentiment, c'est que ces stress tests sont vraiment très stressants et qu'il y aura une grande quantité de banques qui devront corriger certains problèmes. Ça devrait renforcer la confiance des investisseurs. Les banques recalées auront 2 semaines pour présenter à la BCE un plan de recapitalisation et entre 6 et 9 mois pour l'exécuter. En bourse, les banques qui ont échoué n'éviteront probablement pas une sanction du marché, mais l'objectif des tests qu'a mené la BCE, c'est justement de restaurer la confiance des investisseurs.
investisseurs. Profitons-en justement pour saluer un nouveau directeur de presse. C'est toujours un bonheur d'accueillir un confrère, collègue, n'est-ce pas? Alors justement, bienvenue à monsieur Bernard Mourad, ex-Morgan Stanley, hein, voilà. Donc qui est devenu maintenant directeur de rédaction. Il prend la tête, figurez-vous, de l'Express, de Libération et de la chaîne d'infos israélienne I24. Voilà, donc là vous êtes sûr qu'il y a encore plus d'informations en béton sur les banquiers et la crise et qu'ils ont provoqué. Non mais moi j'aime beaucoup les banquiers qui se transforment en rédacteurs en chef, ça c'est quand même fabuleux. Hein, voilà, alors Le Monde, possession d'un autre banquier, hein, écrit. Non, mais c'est Le Monde en plus. Hein. Monsieur Mourad quitte Morgan Stanley et vient d'être nommé à la tête de MAG News & Co, le groupe de presse constitué par Patrick Drahi et qui regroupe Libération, l'Express, la chaîne d'information basée en Israël I24, ainsi que les titres de Marc Lofer comme 01net. Ce dernier va d'ailleurs devenir le directeur général de l'ensemble. Là, je dirais, il nous manque un ancien banquier de la Goldman Sachs à la tête du Nouvel Observateur. Quoiqu'il me semble qu'il y a aussi un banquier hein, qui est pas loin. Hein. Vous savez, c'est Julian Tett qui me disait ça, hein, l'auteur de L'Or des Fous, parce que c'est une spécialiste de Pierre Bourdieu. Et la grande thèse, une des thèses de Pierre Bourdieu, justement, il a montré, c'est que les riches achètent des journaux, des magazines, des télés, pour choisir les informations qu'ils vont donner aux pauvres. Voilà. Voilà, là on a une démonstration formidable de Pierre Bourdieu, je veux dire monsieur Morgan Stanley, monsieur Bernard Mourad, donc ex-Morgan Stanley, donc qui devient PDG donc de l'Express Libération et la chaîne d'info israélienne I24. Ils sont tous rassemblés au même endroit, formidable. Bravo, donc et bienvenue dans le monde de la presse. Vous allez voir derrière nous justement notre dessinateur, notre caricaturiste Sébastien Dieu, donc qui a présenté ses vœux aux spectateurs et aux lecteurs. Il s'appelle Dieu. Hein, c'est tout à fait étonnant, je trouve. Mais donc il en faut. Hein. Il en faut. Et donc figurez-vous que la police donc a identifié le corps d'un banquier qui était parti se promener et il n'est jamais revenu. Donc c'est le troisième banquier qui a été justement rappelé par Dieu hein, en 2015. Ça va vite hein, cette année hein, chez les banquiers. Hein, ils meurent vite. Très beau début d'année. Hein, c'est musclé. Hein. Alors, Michael Flanagan, chef des opérations de change FX de la National Australia Bank, banque des kangourous, a été retrouvé mort dans une montagne perdue anglaise. C'est fou à quel point les banquiers se sont mis au trekking ces derniers temps, c'est incroyable. C'est un ex-HSBC, ex-Royal Bank of Scotland, banque en faillite, mais bon. Flanagan est parti dans le tunnel lumineux avec le dossard de la National Australia Bank, et c'est dans le New Herald. Hein. Donc c'est encore un ange gardien qui va aller pointer à Saint-Pierre-en-Ploie, hein, pour le coup. Hein, voilà. Alors, on va dire que sa mort à mettre en rapport avec l'opération Pourri sur les devises de mai 2014, que nous explique justement le Sydney Morning Herald. La National Bank australienne s'est un peu éloignée hein, d'un gros scandale qui a eu lieu l'année dernière, où un trader de devises, donc un FX, donc ils ont barboté, ils ont pris 7 millions, ils se sont mis 7 millions de dollars dans la poche, et ils se sont fait coffrer par donc l'autorité de régulation australienne. Monsieur Flanagan, qu'on a retrouvé mouru, était justement chef des opérations de change. Mais sans aucun rapport. C'est sans aucun rapport, certainement. Voilà. Alors, à Hong Kong, on passe à Hong Kong, Louis Yu Man, 31 ans, au département du risk management. J'aime beaucoup les banquiers qui s'occupent de risques et qui sautent par la fenêtre. Moi, j'adore ça. Il est à la Industrial Bank, il est monté sur le toit de l'immeuble et il a sauté, il a atterri dans un paquet de fleurs du Citibank Plaza. Faut le faire. Le mec, il est dans une autre banque, il trouve il se viande sur la Plaza Citibank. C'est quand même... Un kamikaze, sans doute. Ouais. Non, il est chinois. La police a déclaré que c'est une peine de cœur. Bon, nous sommes navrés pour lui. Alors là, c'est dans le South China Morning Press. Merci à Madame Landry, que je salue. Voilà. Et enfin, en Russie, alors là, attention, là, c'est chaud, là. Alors, Vladimir Levkin. Alors là, attention, il est directeur d'une branche régionale de la Banque centrale de Russie. C'est pas n'importe quoi, le mec, hein, attention. Alors, il a craqué, il a pris une Kalachnikov. Enfin, j'espère pour lui, parce que autant si vous tuez quelqu'un, autant que ce soit qu'un fusil national. Hein. Donc, il a tué 3 de ses collègues. Pas au bar, hein, dans les bureaux de la Banque centrale. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et il a tué 3 de ses collègues qui avaient voté pour le licencier. Il les a abattus à bout portant dans leur bureau avant de retourner l'arme contre lui.
Voilà, donc ça, c'était pour Romandie. Voilà, donc nous présentons nos condoléances à la famille de tous ces banquiers, mais je trouve que la liste commence à devenir sérieusement épaisse. Hein, c'est quand même absolument extraordinaire, ce nombre de banquiers morts, invraisemblable. Hein. Il y a, je pense que c'est le stress. Hein. Sachant que pour le banquier russe, il faut, saluer l'innovation dans un premier temps, et d'autre part, voir que c'est peut-être une solution à la liste des licenciements, si tout le monde faisait comme lui. Effectivement, enfin bon, en tout cas, effectivement, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas à être licenciés. Justement, on a vu aujourd'hui, tiens, une banque mythique, la banque suisse, la Julius Baer, la banque des riches, la banque des ultra riches, licencie 200 personnes. Un lecteur qui est en Suisse, etc., m'a raconté à INSEAD que les mecs, ils n'ont rien compris. Ils se sont toujours estimés au-dessus de tout le monde. Ils ne font pas partie du commun des gens, on va dire, hein, voilà, hein, du Viligum Pecus, hein, comme on dit. Ce sont des banquiers de la Julius Baer. Ils étaient intouchables. Boum, 200 mecs. Donc ça vous montre bien qu'en ce moment, l'argent est en train de partir et que les super riches ont un vrai problème. En fait, ce qu'on voit là, c'est un crack qui va arriver incessamment sous peu. D'ailleurs, intéressant, puisqu'on parlait d'un banquier russe qui a tué 3 de ses collègues, figurez-vous que la Russie achète maintenant de l'or en permanence. Antal Fekete, dont vous connaissez le livre, doit clairement conseiller la Banque centrale de Russie en toute discrétion, parce qu'au cours des 6 derniers mois, celle-ci a en effet acheté un maximum d'or pour se débarrasser progressivement de tous les dollars qui lui sont envoyés pour payer son pétrole. Donc les réserves de l'or russe ont progressé d'une manière spectaculaire au cours des 6 derniers mois, et surtout en décembre, 46 milliards. C'est du total délire. Voilà. Et donc, en fait, pendant ce temps-là, ils se débarrassent de leur dollar, ils achètent de l'or, et les Chinois font exactement la même chose. Ils se débarrassent de leur dollar, soit en achetant des métaux précieux, soit en achetant des biens immobiliers et des entreprises à l'étranger, comme par exemple, au hasard, des aéroports en France. Par exemple, un aéroport à Toulouse. L'aéroport à Toulouse, là où il y a Airbus, hein, mais ils en achètent d'autres. Hein, voilà, donc c'était dans Zero Hedge. Alors, traduction, donc, voilà, les 2 grandes puissances, Russie et Chine, se débarrassent de la monnaie papier en prévision du grand effondrement du dollar et le transforment en physique. Votre commentaire là-dessus ? Pour l'instant, effectivement, on a une baisse de l'euro par rapport au dollar. Hein. Ce n'est pas le dollar qui monte, c'est l'euro qui baisse. Oui. Mais dans cette espèce de course à l'échalote, je ne sais pas lequel des deux tombera le premier, entre le dollar et l'euro. À mon avis, les deux en même temps. Mais de toute façon, que ce soit les Chinois ou les Russes, ils ont très bien compris que ce jeu était terminé et ils ont tout à fait raison. Eh ben, une autre banquière justement qui a compris que le jeu était terminé, donc elle est au Crédit Mutuel, elle. Le Crédit Mutuel, vous savez, il y a pas mal de pubs là qui passent aussi, Crédit Mutuel, c'est assez drôle. Bon, il est 3h du matin là. Oh non. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Non, papa. Mais pour la tienne, par contre, oui. Quoi? Si t'étais au Crédit Mutuel, on rentrerait pas aussi facilement chez nous. Hein. Je rêve là. C'est vrai. Au Crédit Mutuel, tu as le numéro 1 de la télésurveillance. Je te jure, on se sent pas trop en sécurité ici. Le Crédit Mutuel met la protection du domicile à la portée de tous. Et ça change tout. Donc depuis 6 ans, c'est au moins, enfin pour ma part, la 15e ou 20e affaire rendue publique, hein, dans laquelle soit le directeur de l'agence, soit un chargé de compte ou des chargés de compte ont dépouillé les comptes de leurs clients. Hein, voilà. Virginie X, ancienne directrice donc, du Crédit Mutuel de Villevigne et de Geneston, a été condamnée donc, à 18 mois de prison avec sursis pour abus de confiance par le tribunal correctionnel de Nantes, après avoir volé 354 000 € en 10 ans à 11 clients âgés ou fragiles. 354 000 €, c'est quand même pas mal. Je veux dire, t'as tous les mecs là dans les banlieues, tu sais, ils volent. Hein, ils volent une pomme, ils s'en prennent pour un enferme. Là, une banquière prend 354 000 € et elle a droit à du sursis. Je trouve ça absolument fabuleux. Hein, on voit bien qu'il y a vraiment une justice pour les banquiers et une autre. Là c'est vraiment l'illustration, mais la plus flagrante. C'est incroyable. C'est une incitation à poursuivre dans la voie. Absolument. Donc, chers amis banquiers, allez-y. Hein, continuez. Pillez tous les comptes. Hein, voilà, vous risquez rien. Hein. Alors, sachant que les banques, elles détournent des milliards des comptes des Français sur des faux prétextes. Et il est amusant de constater qu'il existe toujours 2 types de fraude là aussi. Hein. Vous avez la fraude légale et vous avez la fraude illégale. Hein, voilà. Donc la banque, elle, qui vous pompe tout votre argent, etc. Moi, je vois des lecteurs qui me disent on leur a donné des plans d'épargne, etc. alors qu'ils n'ont strictement rien demandé, alors que leur chargé de compte ne les a même pas appelés.
Hein, voilà. D'office, et en collé, ils attendaient qu'ils se manifestent en disant « Ah, mais c'est une erreur de l'informatique. Hein, ». L'informatique a toujours bon dos, hein, vous avez remarqué. C'est absolument fascinant. C'est incroyable. Et les banques veulent des milliards et des milliards aux Français en ce moment. Et là, elles ne risquent rien. De la même manière qu'aux États-Unis, finalement, depuis 2008, on peut constater combien il y a de banquiers en prison. Aucun. Madoff, il n'était pas un banquier. Non, mais c'était un fund manager. C'était pas du tout un banquier. Il n'y a aucun banquier. Et on voit d'ailleurs les banques. Là, il y a encore une affaire où je crois que c'est la Wells Fargo qui a été prise la main dans le sac qui avait fabriqué des faux papiers de juges avec des fausses signatures de juges en disant qu'ils avaient... Non, mais c'est du délire. Pour les saisies immobilières, si même. Oui, mais toutes les banques avaient fait ça déjà en 2008, en 2009, hein, pour saisir les gens. Fausses signatures, etc. Il y a eu des procès. Et les banques ont payé. Elles ont payé 1-2 milliards à la justice américaine qui a tout de suite abandonné la procédure. Enfin, c'est vraiment fascinant. Donc, on vous rassure, chers spectateurs, lecteurs, auditeurs, aucun banquier américain n'est en prison. Tout va bien. Tout va bien. Ils sont bien assurés, eux. Et à la fin, ils partiront en sous-marin. Et à la fin, voilà, ils vont partir en sous-marin. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, si vous allez nous donner cette information, encore plus de villes françaises victimes de l'attitude absolument, de la décision absolument scandaleuse de la Banque centrale suisse, qui sont ni plus ni moins que des voyous. Notre lecteur Barthélemy nous apprend que La Roche-sur-Foron, dans le 74, 12 000 habitants, a vu ses mensualités de remboursement exploser. Au cours du change de la semaine dernière, à échéance 2017, ce n'est plus 287 000 € qu'il faudrait rembourser annuellement, mais 850 000. Énorme. Tu vous rendez compte ? Attends, il passe de 287 000 € à 800 000, 850 000. C'est dingue. Mais c'est de l'escroquerie, là. Même la mafia ne peut pas faire des choses pareilles. À se demander qui est la mafia, finalement. Non, mais attendez, mais là, c'est le monde à l'envers. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la ville de La Roche tente de renégocier cet emprunt, envisage d'aller en justice et espère que des concessions seront accordées aux communes impactées. L'espoir fait vivre. Ouais, peuvent rêver. Voilà. Donc, c'est dans le messager, il faut le signer. Et notre lecteur, monsieur Lechat, a vu sur France 3 Normandie que la ville de Saint-Aubin-sur-Mer a été coulée par son emprunt Dexia, indexé sur le franc suisse, encore une fois, tout comme la ville d'Ouistreham. Voir sur France 3. Voilà, et M. Bonneau, donc, lui, a vu dans Ouest France, du mercredi 21 janvier, que la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, figurez-vous, en Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, non mais attendez, c'est une petite ville balnéaire, je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là ? Ils ont voulu jouer à Blade Masters, là ? C'est quoi leur problème ? Mais c'est des malades ! Mais c'est des malades ! Est également dans la détresse, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans la détresse la plus totale, à cause des emprunts toxiques qu'elle a signés, avec une indexation sur le franc suisse. Derrière nous, vous allez voir également ce qui se passe en Lorraine. Monsieur Martin, lui, nous rapporte l'article de La Montagne. Le taux d'intérêt d'un emprunt de Clermont-Ferrand s'envole à cause du franc suisse. Alors, il faut alerter les Clermontois, lance Jean-Pierre Brenas, document en main. Les alerter, c'est fait. Hein. Moi, je dis franchement, c'est un peu tard, hein, bande de crétins, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour les directeurs financiers de toutes ces municipalités. Ça fait juste 6 ans que la presse spécialisée, hein, et moi-même, hein, qu'on vous avertit sur les prêts toxiques. Je suis désolé, mais pour les directeurs financiers, ils sont censés lire la presse professionnelle. Ils sont censés être informés de tout ce qui se passe, de l'actualité et surtout de l'évolution de leur secteur. C'est un minimum syndical. Hein, sinon, ils changent de métier, qu'ils aillent faire jouer au maître nageur. Je ne sais pas. C'est quand même incroyable. Ils n'étaient même pas au courant que les banquiers ont refilé en douce aux municipalités. Mais ces bandes d'incapables, dans les équipes municipales, viennent tout juste de découvrir la chose. Ils avaient eu 6 ans pour corriger le tir. 6 ans. C'est incroyable. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, encore une explosion au passage à cause du franc suisse. Donc là, c'est Blue Crest Capital Management. Ils ont décidé de clore le portefeuille d'investissement géré par Peter von Meidel. Bon, alors lui, je ne sais pas s'il a son sous-marin, mais à mon avis, il y a des clients qui vont lui en vouloir, donc il intéresse Barrel aussi. Ensuite, il y a Comac Capital, un gestionnaire macro
évolué à 1,2 milliard. Vous voyez qu'ils ont une notion tout à fait différente de la nôtre de ce qui est macro. 1,2 milliard de dollars, bonjour, est basé à Londres. Donc lui, il a perdu 8% après la décision de la Banque nationale suisse. Après l'enregistrement de ses pertes, la société elle, est en train de rendre l'argent à ses clients, ce qui l'a conduit à une chute, etc. etc. Voilà, on voit qu'ils sont tous en train d'exploser. C'est quand même incroyable. C'est incroyable cette crise et cette décision de la Banque centrale suisse. Les conséquences, on n'a pas fini de voir les conséquences. D'ailleurs, j'ai vu une autre information passer, j'en parle parce que je la donne de tête. J'ai vu que le CHU, un hôpital, était également emporté en ce moment, justement, dans des histoires d'emprunts indexés, absolument indexés sur le franc suisse. Qu'est-ce que les hôpitaux sont allés emprunter? Mais c'est incroyable. Il y a un vrai problème. Et ce sont les Français qui vont payer au bout. Parce que ce CHU, il va virer des gens. Il va essayer d'économiser sur tout ce qui est médicaments, sur les lits. Enfin, bref, c'est les Français qui sont en train de payer cette immense escroquerie des banques. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Et ça n'est que le début. Vous êtes directeur action et plaidoyer au Secours catholique ici en France. La grande pauvreté, on le voit, est installée durablement dans le pays, dites-vous. Est-ce une fatalité? Une fatalité, sûrement pas. C'est le résultat de plusieurs facteurs. C'est à la fois la difficulté des personnes à accéder aujourd'hui à un emploi et à un emploi qui soit rémunérateur. C'est aussi, je dirais, une certaine fragilisation des familles et les accidents de la vie, les séparations de couple, ça arrive aussi chez les personnes qui sont en situation de difficulté. Et puis on est dans une société complexe où tout va très vite et une part de nos concitoyens a du mal à suivre ce mouvement. Oui, la nouveauté, si on peut dire, c'est le nombre de travailleurs précaires, ces familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, alors même que l'un et parfois même les deux parents travaillent. Voilà, alors c'est un phénomène qui s'amplifie, qui pour autant n'est pas nouveau. Voilà, la qualité des emplois que les personnes que nous accueillons rencontrent est telle que bien souvent il s'agit d'emplois à temps partiel, du temps partiel subi, parfois avec on rencontre des personnes qui sont dans des métiers assez mal rémunérés, de l'entretien, du nettoyage, des services, du commerce, où parfois les horaires, on fait quelques heures le matin, quelques heures en fin d'après-midi, tout ça pour un salaire trop faible. Donc là on voit que les politiques français se moquent du monde. On voit qu'ils ne se sont absolument pas tenus informés. C'est valable surtout pour les municipalités, parce que là, il y a du PS, de l'UMP, pour la plus grande majorité. C'est une bande de crétins. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Et alors, il y a un papier qui est très drôle. C'est le magazine GQ qui l'a fait. Et moi, j'ai titré « Qui sont les politiques que les Français ne prennent pas au sérieux ?» Surtout si l'on en juge par les ventes de leurs livres appuyés par de nombreuses apparitions télévisées. Alors, par exemple, Christine Boutin et le communiste pleureur Besancenot sont en tête de liste, vu la vente de leurs livres. Selon le magazine GQ de ce mois-ci, enfin du mois de janvier en l'occurrence, Christine Boutin a vendu 38 exemplaires de son livre sur le Parti chrétien-démocrate aux éditions Archipel. On salue les éditions Archipel. Bravo les mecs, c'est très fort. Et Christine Boutin. Et Christine Boutin. Il paraît-il, donc c'est le flop historique absolu. Donc on va voir le livre de Christine Boutin, on va peut-être lui faire un peu de pub parce que là il faut... Alors ensuite, 268 exemplaires pour Claude Barthelone. Il a écrit un bouquin. Oui. Non. En 2 semaines, sur 2 semaines pour son « Je ne me tairai plus ». Bah si. Monsieur Barthelone, si vous faites franchement avec 260 livres, vraiment, vous allez vous taire, il n'y a pas de souci. C'est chez Flammarion. Voilà. 346 exemplaires en 3 semaines pour le livre de Souvenirs au ministère de monsieur Michel Sapin. Donc c'est chez Flammarion aussi. Putain, Flammarion, vous n'avez pas la main heureuse, les mecs. Ça, vous êtes vraiment mauvais. Mais attends, Besancenot, c'est encore mieux. 1700 et quelques exemplaires pour monsieur Olivier Besancenot. Olivier Besancenot, avec toutes tes apparitions télévisées partout. Mais vraiment, mais t'es nul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français s'en foutent de ce qu'ils racontent. Ça ne les intéresse pas. Il n'est même pas pris au sérieux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le temps d'antenne qu'il a, ce mec. C'est du délire. C'est un vrai scandale. On le voit bien, là. 1700 exemplaires. Ce qui m'impressionne plus, moi, c'est Barthelone. Parce qu'un président de l'Assemblée nationale qui arrive à sortir un titre de bouquin aussi nul que « Je ne me tairai plus », qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est élu non, mais ils sont bons chez Flammarion. C'est il n'y a pas de problème. Dans le genre flop, je crois qu'il n'y a que Jean-François Copé qui avait écrit Demain, j'arrête la langue de bois.
aussi. Ah, je crois que c'est qu'il arrêtait la banque, moi. Non, parce qu'il il arrêtait la langue de bois. C'est incroyable, mettre son nom sur un bouquin comme ça, il faut vraiment pas avoir honte. Je sais que c'est incroyable. Alors attendez, mais on a un truc encore plus drôle. Delphine Bateau, hein, la frondeuse, etc. Je quitte, machin, 715 exemplaires pour l'Insoumise. Voilà, elle est bien soumise. Hein. Oui, c'était La Soumise en fait, le vrai titre. Ah non, mais 715 exemplaires, tout le monde s'en fout de ce que pense Delphine Bateau, en fait. Hein, voilà. C'est aussi bête que ça. Alors, même si cela ne tient compte que des sorties caisses réparties dans des points bien choisis sur toute la France, alors je crois que c'est GFK qui a fait ce truc, et surveillé par quelques sondeurs, hein, le phénoménal échec de Madame Bateau et Monsieur Besancenot vous montre donc, évidemment, hein, que les innombrables passages télévision et radio nationales ne servent à rien et que les Français s'en moquent éperdument. Cela montre aussi que les Français ne les prennent pas au sérieux. Les médias amplifient juste un livre raté ou un livre réussi, comme celui de Cécile Duflot, Voyage dans la désillusion chez Fayard. Hein, voilà. Alors là, dès qu'on parle de désillusion, c'est marrant, là, Duflot, elle a réussi. Hein, 35 000 exemplaires, ou encore Les Jours de pouvoir de Bruno Le Maire à 95 000 exemplaires, donc toutes éditions confondues. Et il est bien d'ailleurs son livre, hein, je suis en train de le lire. Alors, dans le domaine du livre, effectivement, le meilleur média reste encore le bouche à oreille des Français. Madame Boutin, franchement, vraiment, ça nous fait de la peine. Mais ça ne nous fait pas autant de peine que les suicides de gendarmes et de policiers qui ont malheureusement repris en 2015. Hein, voilà, ça c'est un vrai sujet. C'est un grave problème au sein des forces de protection des Français. Policiers et gendarmes continuent à se suicider, sachant que l'an passé, 56 ont mis fin à leur jour. Là, c'est un gendarme militaire, donc 48 ans, qui s'est donné la mort à la voie publique, en face de la caserne de gendarmerie à Châteaulin. Voilà. Alors, c'est toujours présenté comme des drames familiaux, des machins, des trucs. Bon, ok, je veux bien. Hein. Alors, à Marseille, là, pour le coup, cette fois, c'est une fonctionnaire de police, Céline A, qui a mis fin à ses jours, malheureusement, paix à son âme. Les raisons à l'origine du geste de cette femme de 43 ans n'étaient pas connues dans l'immédiat. Elle était travaillée à l'évêché. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes commissaires de police, etc., qui se suicident, hein, parce que l'année dernière, on l'a vu. Donc on voit que les policiers sont, à force d'être insultés et crachés dessus lors de leurs interventions, comme les pompiers d'ailleurs, à un moment donné, ils craquent. Tout en étant soumis à une pression de la hiérarchie en plus, qui est absolument invivable. Ils sont soumis à une pression totalement du ministère de l'Intérieur, etc. Et de l'autre côté, ils se font cracher à la gueule, caillasser, etc. Donc et avec un volume d'heures supplémentaires non récupérées et non récupérables, qui est absolument délirant pour un grand nombre de policiers de la région parisienne. Ah oui, non mais là c'est vraiment très clair. Donc 2 dernières informations. Abandon progressif de la souveraineté de la France. Regardez bien, ces 2 informations qui ne sont pas liées, mais quand on les met côte à côte, tout à coup on voit quelque chose de très très intéressant. Le système français de surveillance de satellites passe sous contrôle des États-Unis. Qui connaît Satellite Tracking System, une activité pourtant hautement stratégique d'Alstom, qui pourrait passer sous pavillon étranger. Spécialisée dans le suivi et repérage de satellites, cette filiale est rattachée au pôle énergie de l'industriel français que veulent acquérir Siemens et General Electric. Bah voyons, le sort de cette activité ultra spécialisée inquiète les spécialistes de l'espionnage, de la défense et du renseignement. Selon Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, cette activité relèverait du domaine stratégique. Basée à Grenoble, héritière du savoir-faire de la société Nepric, qu'Alstom donc a racheté en 1967, elle a développé des algorithmes lui permettant de suivre et contrôler les trajectoires en orbite. Et ces algorithmes sont issus de ceux utilisés pour réguler la vitesse des turbines hydroélectriques. Voilà, et c'est dans très très bon papier de Géopile Intel. Et je remercie mon lecteur. Hein, donc voilà. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on laisser passer des... Mais c'est énorme. Si on donne le contrôle de nos satellites à... Mais autant leur filer nos satellites, les mecs. C'est aussi bête que ça. Enfilons leurs satellites en même temps. Hein, parce que si on leur donne le contrôle, on ne va pas les chercher avec un cerf-volant, le satellite, là. Voilà. Ou avec un frisbee. Il faut vraiment le contrôler. S'ils donnent le centre de contrôle à l'étranger, ils peuvent leur donner le satellite avec. Voilà. Alors, écoutez bien la suite. Très, très intéressant. Vous voyez que là, le journalisme, ça a vraiment du bon. Dans le cadre des travaux engagés par le ministre de la Défense, le décret modifie l'organisation militaire territoriale en transformant les régions terres, etc. Enfin, bon, je vous la fais courte. On donne le commandement militaire à des étrangers. C'est aussi bête que ça.
Il introduit en outre dans la mise en œuvre de la défense aérienne la possibilité pour le commandant de déléguer dans un cadre international, dans le genre Novalang, hein, c'est pas mal, hein, le contrôle opérationnel des moyens aériens mis à sa disposition. Le commandement opérationnel de ces moyens restant sous autorité française. Ça veut dire le contraire. Enfin, techniquement, on peut donner mécaniquement le contrôle de tous nos avions, machin, etc., à un commandement étranger. Voilà. Sous-entendu, américain de l'OTAN. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Donc là, c'est lire le dernier Conseil des ministres. Vous avez le lien, hein, vous allez le voir. Hein, merci à Madame Landry. Hein, donc vous voyez, la République est en train de se suicider par tous ces fonctionnaires de police, de militaires, de gendarmes et même de pompiers. Maintenant, on l'a vu, hein, vous pouvez le revoir dans la revue de presse. Mais je voudrais vraiment conclure la revue de presse avec BFM VC. Hein, je les ai surnommés comme ça. BFM toujours plus fort, c'est la crise. Donc ils ont dit, c'est la crise en Grèce, entre autres parce que l'Église orthodoxe ne paye pas d'impôts. Alors, c'est Hedwige avec un H. Hein, c'est plus chic avec un X. Et donc Hedwige Chevrillon expliquait à l'antenne que c'est parce que l'Église grecque ne paye pas d'impôts que le pays vit cette crise. Alors, grosso modo, cela revient à dire que si la France a 10% de chômage, grosso modo, c'est parce que l'Église de France n'embauche pas. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Vous voyez le niveau de Madame Chevrillon. Alors, bravo Hedwige, continue à nous sortir des bips de ce genre. À ce rythme de nivellement par le bas, BFM VC va se transformer très prochainement en toilette à la turque. C'est tout ce qu'on peut leur dire. Voilà le niveau, et on comprend pourquoi les camions de BFM se font caillasser par le public. Sachant que sur la Grèce, ils avaient récidivé après cette très belle sortie. Je crois qu'ils s'en étaient pris aux armateurs, qui donnent quand même, si ma mémoire est bonne, à peu près 20% de leurs profits pour les musées et la culture grecque. Et donc en fait, c'est après la faute à l'Église, c'était la faute aux armateurs. Non, il n'y a pas de situation internationale, il n'y a pas une problématique budgétaire. Non, on ne peut pas donner ce type d'explication. Oui. Alors, écoutez la suite, là, c'est avec... quant à Éric Brunet, vous savez, quand il y a eu les élections, il a méprisé en direct le peuple grec, expliquant, je résume, que son vote est une insulte à l'intelligence qui a conçu l'Union européenne et qu'il s'agissait surtout, en parlant de Syriza, bien sûr, d'un mouvement poujadiste. Hein, voilà. Les gens de Syriza sont des poujadistes. Waouh! Je ne sais pas ce qu'il fume, je ne sais pas ce qu'il prend, mais surtout qu'il le garde pour lui. En revanche, on sait maintenant que la volonté de la Troïka à écraser les peuples grecs, portugais, espagnols et même la France maintenant par une dictature économique est pour monsieur Éric Brunet le sommet de l'intelligence. Génial. Quel mépris pour le vote du peuple quand il n'a pas l'heure de plaire à monsieur Brunet. C'est à vomir. Alors, Brunet et Chevrillon, c'est vraiment un duo de gagnants de l'information sur BFM. C'est absolument extraordinaire. J'espère, très chers lecteurs, spectateurs, que là, au moins, vous avez eu des informations. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici un mois, à la fin février, donc pour une revue de presse à la radio, et donc début au mois de mars pour une nouvelle revue de presse vidéo. Je vous remercie infiniment pour toute votre présence dans toutes les librairies. C'est vraiment trop gentil. Je suis vraiment très touché. Merci à vous et à bientôt.